Mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est encore une promesse tenue. Nous avions décidé dans ce programme 2020-2026 d'agrandir la salle du conseil municipal. Nous avons bien fait. Alors nous ne sommes pas en position mariage, mais tout de même, quand je vois tous les canolés présents ce soir à nos côtés dans cette belle salle, alors on avait une belle exposition jusqu'à la semaine dernière dans le cadre d'Octobre Rose dans cette salle, puisqu'elle nous sert aussi de salle d'exposition. Notre Marianne est toujours en place, le drapeau des combattants aussi. Et je rappellerai aux conseillers municipaux, aux adjoints et aux maires, bien sûr, que pour bien relater le compte-rendu de cette séance, n'oubliez pas de brancher vos micros quand je vous donne la parole. Important d'avoir un compte-rendu au plus juste. Je vais nommer un secrétaire de séance. Oui, Monsieur Bertrand a été rapide. Jackie, là, vous avez été défoncé, Madame Fran. Voilà. Donc, Monsieur Bertrand est délégué, secrétaire de séance. J'ai quelques procurations de Madame Fuster, Madame Baquet, de Monsieur Pélissard, Monsieur Cazenave, de Madame Vigneron à Madame Hoffmann, de Madame Vigneault à Monsieur Renelot, de Monsieur Magnon à Monsieur Willem, et de Madame Leblanc à Madame Lescombe. Avant d'attaquer ce conseil municipal, au moins l'ordre du jour, rapidement, puisque l'ordre du jour est assez chargé, c'est là que l'on voit à l'importance des délibérations évoquées aujourd'hui, le nombre public. Je n'y verrai pas, moi, une échéance électorale proche, mais plutôt l'ordre du jour qui a beaucoup d'incidence sur la vie des canolés dans les mois et les années qui viennent. Donc c'est plutôt intéressant de voir autant de monde rassemblé ce soir dans cette salle du Conseil. Je vous en remercie. Un petit retour sur l'actualité depuis le dernier conseil municipal le 30 septembre avec de nombreuses animations et je remercie bien sûr toutes les assos qui sont associées durant ce mois d'octobre dans le cadre d'Octobre Rose. L'accueil de nouveaux habitants dans cette salle, un beau moment convivial d'échange avec plus de 60 nouveaux habitants. La cérémonie de citoyenneté le samedi 18 octobre dans cette salle aussi. Nous avons remis la carte d'électeur et le livret citoyen aux jeunes qui ont eu 18 ans cette année. Le lancement, bien sûr, de notre navette, le lundi 20 octobre. Nous avons déjà plus de 250 abonnements inscrits. Je ne m'attendais pas à toutes les réflexions, d'ailleurs, sur cette navette. Bon, les parents sont très heureux, puisqu'ils n'ont plus besoin de balader souvent leurs enfants d'une activité à l'autre, donc ça, c'est plutôt bien. Je vois aussi les élèves du collège qui sortent plutôt monter dans la navette pour rentrer chez eux, ou embaucher plus tard en montant dans la navette. Mais là, je retrouve aussi ceux qui vont voir le coucher de soleil, puisqu'il se couche un peu plus tôt maintenant. Ceux qui profitent aussi de nos services publics beaucoup plus facilement. Et j'ai reçu des petits mots très très sympas, parce qu'il faut penser à ceux aussi qui ne laissaient personne au bord de la route. Mais je garde quand même la dernière pépite de la dernière prise de parole d'un des administrés canolés, qui m'a dit je te serai jamais aussi reconnaissant parce qu'avant on se limitait à un verre chacun, maintenant on peut aller au restaurant, on prend la bouteille et on rentre avec la navette et on marche sur la plage, pardon, il m'a dit on marche sur la plage et après on prend la navette et on rentre, donc le tissu économique s'en sort aussi renforcé. Voilà, c'était assez sympa, c'était assez rigolo, mais c'était un petit clin d'œil au beau début de cette navette. Deuxième édition, Cyril Renolo aussi sur la Cano jette l'encre, ça a été aussi une belle manifestation. Fred Beltran nous a aussi enchanté, hein, de par son petit côté décalé, mais aussi de sa carrière. Hein. C'est un dessinateur de haut vol, mais qui a plusieurs cordes à son arc. Il a exposé, vous l'avez tous vu, le 6 novembre à la salle des Secours. Très beau moment hein, de culture, de rencontre et de partage. Hein. On n'est pas là que pour animer l'été, on anime aussi beaucoup l'hiver, donc c'est important de le dire. Le forum des maladies neuroévolutives, hein, qui se tient à la Cano, parce que la qualité de l'accueil a été reconnue, donc c'est plutôt assez sympa qu'ils se reproduisent sur notre belle commune. Et puis aussi, vous avez pu le découvrir, les très belles cérémonies du 11 novembre, l'hommage à Pierre Hortal et à René Magnon, qui a rassemblé une foule incroyable, en particulier à la Canocéan, où nous avons eu droit à une Marseillaise travaillée à l'école par tous les enfants de l'école de la Canocéan. C'était plutôt très très sympa, moi je trouvais ça très émouvant. Un petit point sur les travaux aussi, avant d'attaquer les délibérations du Conseil. L'enfouissement des réseaux aériens au Moutchik après l'été, vous avez vu que tout a disparu, ça donne déjà une autre allure au site. Moi, vous savez que j'ai un peu la phobie des fils, des câbles et des réseaux. C'est là 27 ou 28e tranche, je ne sais plus, mais
On est face avec des objectifs bien précis. Et dans le cadre de ce plan plage, la ville s'était engagée à effacer le réseau, puisque ça ne fait pas partie du plan plage qui est porté par la communauté de communes, mais c'est un chantier qui était réservé à la commune de Lacanau. Et on attaquera les travaux le 17 novembre. Donc c'est aussi compliqué, puisqu'il faut organiser l'arrivée des transports, restreindre la circulation. Donc c'est un chantier aussi qui va nous occuper jusqu'en juin l'année prochaine. Mais on peut se féliciter d'avoir mené à bien ce chantier. Ça n'a pas été simple, et ce dossier il est parti, mais vous le verrez, je ferai allusion un peu, je ferai un peu d'humour sur une délibération d'aujourd'hui, sur le parcours administratif. Ça n'a pas été simple, n'est-ce pas, M. Cazenave, encore sur cette mise en place du plan plage du Moutchik, où tout le monde, bien sûr, et en particulier nos partenaires, ont fait un peu de zèle, mais on est arrivé quand même à lancer ce chantier avec un an de retard, puisqu'on a des procédures environnementales qui se sont musclées depuis la loi climat et résilience. Donc aujourd'hui, très heureux que le Moutchik, à son tour, bénéficie de ce plan plage qui prendra bien sûr en compte en premier l'environnement, et on va avoir, au-delà de la désimperméabilisation du site, un accueil du public et une place importante faite aussi aux canolés qui ont leurs habitudes Moutchik à travers ces activités. L'accès à la rue de la Poste, maintenu pendant la durée de travaux, là aussi, on a dépollué des fils et des réseaux, et la montée vers l'ancienne poste a une autre allure aujourd'hui. Quand on dépollue, c'est plutôt très sympa. La rénovation aussi de la Villa Plaisance, vous l'avez vu, on avait changé les pierres l'année dernière avec une première phase de travaux. On continue cette année avec le changement des briquettes qui étaient abîmées par le temps et les embruns. Donc les travaux sont en cours. Les travaux que vous voyez moins, mais qui coûtent cher, des travaux importants de rénovation sur la station d'épuration, les différentes cuves. On est attaqué par l'H2S, comme toutes les stations d'épuration. Donc ces travaux d'entretien et de modernisation du site et de notre station d'épuration se poursuivent jusqu'en janvier. La réhabilitation du réseau, je sais que ça vous embête encore. On me reproche que le feu est trop long, qu'il est mal réglé, mais aujourd'hui on constate que quand même sur cette avenue qui représente un cercle linéaire, on arrive en fin de travaux puisqu'on avait fait l'adduction d'eau, on laisse tasser les réseaux, on réintervient pour rénover toutes les parties assainissement qui demandaient de la modernisation, donc travaux qui sont financés bien sûr par vous les canolés, par le terme de votre abonnement sur l'eau, mais aussi par nos partenaires et en particulier l'agence de l'eau, je le rappelle parce que tout le monde n'identifie pas l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est la petite ligne que vous avez en bas de votre facture. Il y a écrit agence de l'eau. Et cet argent-là, il est redistribué aux communes à travers des investissements. C'est souvent du vert à travers la désimperméabilisation. Mais dans le cadre du plan au climat, suite à la crise du bassin d'Arcachon à travers la pollution de l'eau, le syndicat que je préside a obtenu, bien sûr justifiant son investissement, le fait qu'on soit retenu dans ce plan au climat. C'est à peu près 20 millions d'euros d'investissement qui ont été attribués au syndicat et 7 millions d'euros à la commune de Lacanau, que nous fléchons sur les 5 prochaines années. Donc ces travaux, en particulier sur ces postes de refoulement, ces travaux qui ont débuté dès novembre, avec le changement aussi renforcé le débit du poste, mais 50% est financé par l'agence et nous prenons bien sûr en charge le reste de ce programme. Donc on renforce les conduites, on étanche et on réhabilite le réseau avenue de la Côte d'Argent, ce qui nous permettra aussi de régler quelques problématiques qui, chez certains, pouvaient poser problème quand la nappe superficielle, mais aussi les pluies biotales perturbent notre système. On avait dévié, rappelez-vous, toutes les eaux au nord et au sud de la ville pour qu'elles ne traversent pas et que nous ne soyons plus embêtés par ces pluies-là. Donc on est plutôt très heureux que les premières expérimentations fonctionnent. Et on est très heureux aussi que l'agence de l'eau nous accompagne. À titre indicatif, cette agence, parce qu'on parle toujours des agences qui servent à rien en France, on rencontrera sa présidente à Belin-Bélier la semaine prochaine dans le cadre justement de la signature officielle de ce contrat-là. Il faut savoir que l'État est venu faire la poche de l'agence, sauf que plusieurs régions de France, et en particulier l'agence Haute-Garonne, c'est le Grand Sud-Ouest, ça va jusqu'à Toulouse, a fait un recours sur cette saisie de ces sommes-là, puisque l'argent qui va dans les caisses de l'agence de l'eau, c'est votre argent. C'est l'argent de l'abonné. Ce n'est pas une subvention d'État qui amène l'agence de l'eau à faire des travaux, à nous accompagner. C'est l'argent de l'abonné qui tombe dans les caisses de l'agence et l'État vient se servir aussi parce que ces sommes-là, elle va les récupérer pour boucher. Apparemment, vous avez suivi l'actualité. Il y a un petit trou dans les caisses de l'État et on essaie de faire la poche de ces agences-là qui sont au quotidien nos partenaires privilégiés, que ce soit au syndicat.
Je vous amène d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas dans mon relevé de travaux, puisque ce n'est pas la commune ni la communauté de communes, d'aller sur la dernière écluse, sur le remise en eau du marais de la Hilette au Porge, que nous avons remis en eau la semaine dernière, que nous inaugurerons au mois de décembre. C'est 3,2 millions de travaux avec 80% de subvention de l'agence de l'eau. Je vous invite à aller regarder ce qui a été fait là-bas, parce qu'on ne voit plus le canal. On a un grand marais de 30 hectares en amont de l'ouvrage. Il y a 2 ouvrages qui ont été faits avec des passes à poissons, un investissement à peu près de 3 600 000 euros. Allez voir, vous arrivez sur la route du Porge qui va avec Arares. Il y a un petit dodan qui a été fait au moins un croisement avant la route qui va à la Génie. Vous faites à peu près 1 kilomètre. Et là, les 2 ouvrages sont en bord de route, à côté du canal. Allez voir, c'est splendide et magnifique. Et là, on réfléchit avec la commune du Porge à faire des parcours d'interprétation et à amener les gens à comprendre comment fonctionne notre système hydraulique, mais surtout à leur montrer que les élus locaux ont, dans le temps, et ces dernières années en particulier, remis plus de 4000 hectares en eau. Et ces zones-là de marais, elles ont été réinvesties dans les 24 heures par la biodiversité. Aujourd'hui, si vous allez sur le marais de Lillette, vous allez voir tout un tas d'oiseaux déjà se poser. On n'a pas mis de tonnes, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de tonnes sur le marais de la Lillette. Les tonnes, elles sont bien à leur bon emplacement. Mais allez voir, si vous allez voir que moi je suis arrivé sur le sentier, j'ai ressenti un beau moment d'émotion. C'était assez incroyable. Voilà. Donc les travaux, bien sûr, il n'y aura pas d'interruption de travaux. Je touche du bois, mais normalement, ils ont été prévus pour. On va engager aussi les travaux sur les cours de l'Ardilouse. On va aussi lancer des travaux de réflexion de l'ensemble des voies du parking au même endroit en fonction bien sûr des calendriers. Et puis pour ce qui est plus festif, M. Renolo, le calendrier est encore bien rempli, puisqu'on va démarrer samedi, la Cano Blues Night. Donc ça c'est plutôt assez sympa, hein, avec Kente Winter et Björn Berg, guitariste et chanteur de blues norvégien. La graffiteria d'hiver remercie aussi tous ceux qui participent, les bénévoles, tous ceux qui sont investis, qui nous poussent dans le dos aujourd'hui, et ça c'est plutôt très bien. Les actions autour du Téléthon qui vont débuter 5 et 6 décembre avec l'ensemble des événements à retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous les lister parce que tout le monde est au boulot, et en particulier les achats. Le marché de Noël de la Canocéan le 6 et 7 décembre avec des animations sur le parvis. La journée de l'océan le lundi 9 décembre. Je vous invite à inscrire ça sur votre calendrier, sur votre agenda, parce que nous recevrons le navigateur Lalou Rouquayrol et le biologiste Gilles Boeuf. Je peux vous dire que ces 2 passionnés et leurs présentations, que je connais bien pour les avoir suivies les dernières années, elles sont incontournables. Mais autre événement incontournable, le lac à Noël. C'est un moment difficile, le lac à Noël. Vous me comprenez tous. Donc 12 et 13 décembre, l'association est au travail. Je peux vous dire qu'il faut un travail considérable. À nos côtés, bien sûr, parce que nous aussi, nous amenons tout notre accompagnement à cet événement. Et puis vous soulignez aussi que le prochain conseil municipal aura lieu le 17 décembre à 19h. Voilà, j'ai assez parlé, j'ai écourté parce qu'il y en avait bien plus que ça dans cette note et dans ce document. Donc mes chers amis, mes chers collègues, je vous propose déjà de me donner vos commentaires, puisque j'en ai pas reçu à ces jours, si vous en avez bien sûr, sur le relevé de décision du maire. Je regarde mon conseil municipal, pas d'informations supplémentaires, je vous remercie. Nous avons validé aussi le procès-verbal du conseil municipal. À cette date, je n'ai pas reçu de remarques sur le procès-verbal que vous avez reçu. Je peux considérer qu'il est adopté. Je vous remercie. Nous démarrons avec la modification des statuts de la société publique locale des jardins du littoral. C'est la société publique locale que nous avons créée avec la communauté de communes. On est déjà passé en conseil municipal. Nous avons eu à la communauté de communes quelques demandes de reprise par le contrôle de légalité. Donc vous avez entre les mains dans la délibération les 2 reprises qui concernent justement cette aire et sur la gestion de ce camping. Au passage, je remercie encore, mais je souhaite surtout un bon anniversaire à M. Jean-François Bocan. J'attendais, je n'allais pas manquer. Donc, vous avez dans ce paragraphe, en bas de la 2e page, mes chers collègues, vous aviez un texte où on incluait l'accueil des touristes et des saisonniers, la maintenance des infrastructures et l'amélioration continue de la qualité des services. Et dans le paragraphe suivant, nous supprimons saisonniers et on parle de rénovation des logements. Et avec nos accords, puisque nous avons été bien subventionnés par le parc naturel régional avec des subventions européennes, mais aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, il y avait des conditions, et ce n'est pas exclusivement réservé à du saisonnier, du tourisme,
mais à des saisonniers tout court. Donc on pourrait être amené pendant l'hiver ou pendant les périodes de vendange ou sur l'agriculture à aussi recevoir des travailleurs saisonniers, mais qui ne sont pas issus du tourisme, qui sont plutôt là pour aider l'agriculture et la viticulture. Il y en a bien besoin dans le Médoc parce qu'ils ne sont pas toujours logés dans des conditions idéales. Donc nous avons proposé bien sûr et nous nous sommes portés candidats. Nous sommes en train de prendre contact avec les différents partenaires qui organisent le recrutement du personnel dans ces structures. Et à partir de ce moment-là, ils pourraient venir être hébergés, puisqu'il faut savoir que les premiers vignobles, ils sont à 25 minutes de route sur la commune de Moulins, de l'Istrac. Donc ça, c'est une condition que nous devions remplir. Donc la délibération, justement, elle est là pour approuver les statuts de la Société publique des jardins du littoral, tels que modifiés et annexés à la présente délibération, et pour se mettre en conformité, bien sûr, avec celle de la communauté de communes et m'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes ou documents utiles et nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Formalisme, commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 2, que vous connaissez bien sûr, parce que nous avons démarré sur une précédente délibération au conseil municipal du mois de septembre sur la partie de cette parcelle que nous devions déclasser. Et après le déclassement, aujourd'hui, vous êtes amené à délibérer et à m'autoriser à recevoir, authentifier le dit acte. Mais c'est Madame Marza qui procédera à la signature de l'acte authentique. Je rappelle bien sûr que cette parcelle, elle fait 62 mètres carrés. Elle fait partie de la parcelle cadastrée section CA de 1122. Vous avez le plan qui est joint à la délibération au sein du lotissement Greenland et prononçant ses déclassements. Il est arrivé dans le temps. Quand les gens veulent vendre, on s'aperçoit qu'ils se sont installés sur le domaine public, le domaine de la commune. Donc on déclasse, ça devient le domaine privé de la commune. Et ensuite, on peut leur vendre la parcelle pour régulariser. Donc aujourd'hui, on est à un prix de 8 680 € après estimation des domaines. Donc c'est plutôt une régularisation et puis un peu d'argent dans les caisses de la commune qui nous aideront à payer peut-être les frais de contentieux qui se multiplient parfois. On est devenu un peu une société qui s'américanise. Donc aujourd'hui, ça coûte cher, qu'on peut éviter bien sûr, mais il y a des fois, il faut se faire accompagner. Donc aujourd'hui, cette délibération que vous avez entre les mains, elle m'autorise à authentifier à Madame Marza à procéder à la signature sur une délibération que vous connaissez puisque nous avions déclassé précédemment. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Pardon. Pardon, allez-y, Monsieur Mas. J'avais pas vu votre main levée. Je coupe mon micro. Oui, non, je disais que je m'abstenais parce que je suis le géomètre qui a participé à la session de la division parcellaire. Nous poursuivons avec le même calibre de délibération, puisque c'est la session à la SCI Framae. Nous sommes cette fois sur les parcelles BE 736 et BE 174. Nous sommes rue d'Artagnan, sur un forcier au prix de 140 mètres carrés qui est estimé aujourd'hui sur le prix de la délibération à 7 140 € pour 51 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on est là pour m'autoriser à recevoir et authentifier l'acte en application de cet article et désigner Madame Marza, deuxième adjointe, pour procéder à la signature de l'acte authentique. Monsieur Mas, je me doute que c'est la même chose pour cette délibération. Non, pas celle-là. C'était pas vous. On vous a pas choisi à vous sur celle-là. Je m'en excuse. Bon, si vous avez déjà 50% des dossiers, c'est pas mal. C'est la preuve que la mise en concurrence est saine. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous passions à la délibération numéro 4, la cession de la parcelle CN3 située à l'Escourette à M. Marc Sourti et à Mme Marie Audet. Nous sommes plus sur les mêmes montants. Je vais rappeler un peu l'historique de cette belle histoire, puisque ce terrain-là, bien avant que je sois maire, avait été déjà mis en vente par le ministère et par l'État. Et quand je suis arrivé aux affaires, j'ai relancé un peu le ministère. Le monsieur qui s'occupait de cette vente-là était toujours un peu énervé au téléphone. Et puis un jour, il m'a dit, j'en ai marre de cette affaire, ça fait 3 fois que je la mets aux enchères, donc je vais vous faire une proposition. Et je me souviendrai toujours le jour où j'ai entendu taper à mon bureau assez fort. C'était mon ancienne directrice de l'urbanisme, je ne citerai pas son nom, mais tout le monde la connaît à la Cano, qui rentre dans mon bureau. Elle me dit, j'ai reçu un courrier avec une proposition. J'y crois pas, elle me dit. Donc je regarde le montant, effectivement. J'ai dit, il a oublié un zéro. Et puis quand j'ai regardé en lettres à côté, finalement, non, il n'avait pas oublié un zéro. Donc nous nous sommes bien sûr précipités sur cette offre.
Et nous avons acheté cette parcelle à l'Escourette. Vous rappelez-vous, hein, pour tous les Canolais, vous la connaissez, c'est l'ancien site de la villa de la BA 106, qui a eu plusieurs occupations. Et ça m'a fait beaucoup sourire parce que, bon, comme cette somme était destinée à l'ONF, ils n'avaient pas été mis au courant par le ministère. Quand ils ont su le montant, à 40 000 euros, ils se sont un peu étouffés, l'ONF. Donc, ils se sont un peu vengés dans la signature de l'acte. Je raconte l'histoire parce qu'elle est quand même cocasse. Et dans la signature de l'acte, ils nous ont mis que si on revendait d'ici 10 ans, il faudrait partager la somme de la plus-value avec l'État. Mais nous sommes bien plus précieux que l'État. Nous avons attendu plus de 10 ans. Donc, la seconde partie de l'histoire, c'est que pendant 10 ans, vous doutez bien que j'en ai reçu des sollicitations, quelques-unes très saugrenues, dont une qui me proposait de remonter une discothèque à la Grande Escour. Je me dis, ça va leur rappeler l'époque de la dérive et du tic-tac. Je vois Christian rigoler, on avait quelques habitudes là-bas quand on était très jeune. Aujourd'hui, on ne fréquente plus ces établissements, on se couche bien avant. Mais c'est vrai que c'était l'histoire de la Grande Escour, mais vous doutez bien que cette proposition m'a fait beaucoup sourire. J'ai eu les propositions aussi de me dire vous nous la laissez gratuitement et puis on la refait à neuf. Ah, je dis oui, effectivement, c'est une belle proposition. Et puis tout un tas du commerce et des activités. Mais pour nous, vous le savez bien, si on a acheté cette parcelle, c'est pour un jour essayer d'en tirer quand même un certain bénéfice pour financer nos futurs investissements. Donc nous avions lancé, j'avais reçu quelques propositions dernièrement qui me laissaient penser que des Canolais allaient pouvoir acquérir cette parcelle pour en faire des projets de vie, des projets familiaux, avec une villa qui aurait les volets ouverts. Et c'est ça qui nous plaisait. Donc il s'est trouvé que deux candidats répondaient à ces critères-là. Donc nous avons organisé une petite mise en concurrence. J'avais pas pris le cachet avant, mais j'ai failli quand même avoir un coup au cœur et m'évanouir. Mais quand on a ouvert les enveloppes, et nous étions bien sûr 3 élus autour de la table avec les services, mon adjoint Hervé Cazenave, j'avais demandé à Jean-Yves Mas d'être présent aussi parmi nous. Et entre la première et la deuxième offre, il y avait quand même un écart. Et c'est vraiment un projet de vie qui a emporté la mise, puisqu'aujourd'hui, on est amené à délibérer pour céder cette parcelle à Marc Surti et à Marie Audet pour le prix de 1 405 000 euros. Donc vous doutez bien que c'était une bonne nouvelle pour la commune, mais dans l'émotion que j'ai vue dans leurs yeux, que ce soit à Marc ou à Marie, j'ai bien compris que c'était le projet de leur vie et que ce prix-là, auquel je ne m'attendais pas du tout, vous doutez bien, était une belle affaire pour la ville, mais aussi, je crois, le projet d'une vie pour eux deux et pour leur petite famille. Donc la deuxième offre était à 950 000, dont c'est monsieur Sourti et madame Audet qui, aujourd'hui, vont pouvoir acheter cette parcelle avec quelques conditions suspensives, bien sûr, puisque vous savez que c'est un terrain qui n'est pas constructible. On est là pour rénover la villa sur l'emprise actuelle, donc on peut se limiter qu'à, je crois, 160 quelques mètres carrés, la maison, un peu plus peut-être. 178, voilà. 178 mètres carrés, mais aujourd'hui, voilà, compliqué de faire autre chose, ils en sont bien conscients, mais je pense que ça suffira pour abriter leur jolie famille. Donc aujourd'hui, on est amené à délibérer pour justement de décider de vendre cette parcelle. On signera le compromis. On attendra bien sûr précieusement les permis de construire accordés, que la commune de Lacanau, bien sûr, instruira. Donc avant de délibérer, je vais demander aux conseillers municipaux de faire les commentaires qu'ils ont à faire ou pas. Voilà. Madame Lescombe et Monsieur Mas. Attendez, je coupe le mien. C'est bon? Par Madame Lescombe. Ok, donc c'est bon. Merci. Bonsoir à tout le monde. J'avais quelques petites questions, mais il y en a une, vous y avez répondu. C'était quelle était la nature de ce projet. Donc je suis ravie de savoir qu'il n'y aura pas une discothèque, finalement, c'est très bien, parce que les riverains à côté, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc je suis ravie de savoir que ce sera... Pardon? Ils y seraient allés. Oui, peut-être pas, ou peut-être pas. Que ce sera donc une maison d'habitation. Après, j'avais une petite question. Moi, j'ai pas entendu vent de cette vente. Par quel moyen de com vous êtes passé pour pouvoir la mettre en vente? Et puis, voilà, c'est tout. Je vous remercie. Uniquement toutes les offres que j'ai reçues depuis 10 ans. D'accord, donc... Voilà.
Et il était normal que si on ouvrait, on aurait peut-être, je ne sais pas si on aurait eu de meilleure offre, parce que quand même, elle est très très belle. Mais il n'était pas question que ça soit un investisseur ou quelqu'un d'autre. Donc ce projet reste canonné, ça nous réjouit, puisqu'on en a parlé aussi entre nous, hein, donc ça nous réjouit. On n'allait pas battre tambour, et on va rester très discret comme on aime le faire à la Canon. Et une dernière petite chose, si vous permettez, par rapport aux riverains, les associations, tout ça, tout le monde est OK, pour pas qu'il y ait après, derrière, des problèmes, comme on peut en connaître, effectivement. J'ai accompagné beaucoup de riverains dans la construction de leur permis de construire à la Grande Escour, légalement bien sûr, en fonction des règles du PLU. Sauf que sur un terrain de 7000 et quelques mètres carrés, je ne pense pas qu'il y ait de problème de voisinage. Après, voilà, ceux qui ont envie d'empêcher de tourner en rond feront peut-être des recours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je pense qu'on ne va pas essayer d'embêter Laurent Perronnet. Donc, je le comprendrai en cette période un peu tumultueuse. Sauf que là, c'est un projet de vie de Marc Souptier, de Marie Audet, pas de Laurent Perronnet. Voilà. Oui, en fait, effectivement, cette délibération permet de clôturer le feuilleton sur cette parcelle, parce qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on ne savait pas trop ce qui pouvait en être. Vous le savez, monsieur le maire, pendant très longtemps, je pouvais m'opposer à ces ventes de foncier. Aujourd'hui, effectivement, je vous dirais déjà merci parce que vous nous avez convoqué, vous m'avez convoqué pour pouvoir participer justement à l'ouverture des plis. Et puis, effectivement, c'est un foncier où, de par sa position en matière d'urbanisme, de par son emprise de constructibilité, de par le projet qui va être mené, peut permettre effectivement là, de façon certaine, de mener aussi d'autres projets. Je crois que les délibérations en suivant le montreront. Donc, je voterai favorablement pour cette délibération. Je vous remercie. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour votre unanimité. Nous passions à la délibération numéro 5. Vous venez de l'évoquer, monsieur Mas. Acquisition de la parcelle cadastrée, section DH 85, appartement à monsieur Jacques Gracian. Un long feuilleton, hein, mais monsieur et madame Gracian sont propriétaires, vous le savez, du bâtiment d'Agueté, de l'ancienne salle des fêtes aussi à côté. En France, il y a quand même un droit à la propriété. Donc, d'après ce droit à la propriété, les gens qui disposent de ce droit font ce qu'ils veulent de leur bâtiment, même si des procédures ont pu avoir lieu, puisque les bâtiments ont été endommagés par certaines tempêtes. Il fallait respecter ça. Rappelez-vous un peu l'historique, puisqu'en arrivant en 2014, je vais quand même rappeler un fait sur l'aménagement complet, à la fois de la place de la Gaîté, des halles de marché, et on vous avait montré aussi les plans d'aménagement sur la parcelle de l'autre côté, jusqu'à la salle des fêtes, et on a aménagé toute la plateforme pour en faire bien sûr une belle place du village et un aménagement qui, de l'autre côté, pouvait permettre à la fois aux personnes à mobilité réduite, mais aussi dans le cadre de l'harmonisation de mobilier urbain et de ce qu'on a pu faire sur la place, on avait traité les deux parcelles à égalité. Nous n'avons pas trouvé d'accord à l'époque. Mais au préalable, je vais rappeler pour ceux qui réinventent l'histoire et qui la réécrivent surtout, que les délibérations du conseil municipal sont à la disposition, elles sont libres. Et quand j'entends dire, par exemple, qu'on n'est pas à l'origine de ces projets-là, dans une délibération en 2014 et en 2015, dans deux délibérations, nous avons racheté les parcelles en face qui avaient été vendues à l'époque par mon prédécesseur pour faire la place du village et la halle de marché. C'est nous qui les avons rachetés. Et ça, c'était un projet immobilier de la société Acprim qui a construit les bâtiments qui servent aujourd'hui en particulier aux personnes qui ont pu avoir droit à des logements. Et ça, c'était une bonne chose. Sauf que c'est nous qui avons aussi négocié le rachat par Clercienne des logements sociaux. Les 14, c'est nous qui avons fait le boulot. Et derrière, nous avons racheté le foncier pour avoir la place que l'on a aujourd'hui. Donc je tiens à le rappeler, à remettre les choses à leur place, que le projet, il vient bien de l'action de notre majorité. Voilà. Ensuite, ça a été 10 ans d'échange, pas toujours facile avec monsieur et madame Gracian, jusqu'à aujourd'hui, avec aussi une implication de leur fils sur ce dossier-là. Nous sommes arrivés, enfin, à trouver un accord pour, vous le voyez à l'écran, racheter l'intégralité de la parcelle. Donc c'est un prix conséquent, important. La délibération d'avant, bien sûr, nous permet de le financer largement, mais même sans la délibération,
la santé financière de la ville et notre trésorerie en particulier nous permettaient déjà de pouvoir acter cet achat. Cet achat, il est fondamental pour notre centre-bourg. On va pouvoir travailler collectivement. Je laisserai bien sûr à nous ou à d'autres le soin de travailler. Nous avons déjà travaillé sur ces parcelles-là. Mais on ne va pas mettre en œuvre à 3 mois d'un scrutin, à 4 mois d'un scrutin. On ne va pas commencer les travaux, à la fois sur la façade patrimoniale, mais aussi sur le restaurant. Acheter ce bâtiment, ça nous permet de maîtriser le foncier. Vous savez que le petit point que vous voyez à côté, la parcelle 86, avec l'ancien laboratoire, a été déjà acheté par la commune quand on a transféré le laboratoire sur le parking de la maison Nico. Donc, on va travailler à la fois avec les commerçants de la parcelle 89, installer quelqu'un dans la parcelle 86, travailler, et on remontrera les plans qu'on avait édifiés déjà il y a 10 ans, où on remettait en scène la place de la Gaîté jusqu'à la salle des fêtes. Aujourd'hui, avoir cet accord avec le propriétaire pour acquérir ce bien-là, avec un prix du mètre carré où là nous sommes à 100% de constructibilité sur 3 niveaux. Donc il y a beaucoup de droits à construire sur cette parcelle-là, c'est pour ça qu'elle vaut cher. Mais il y a un bâtiment aussi avec des baux commerciaux qui rapportent à peu près un peu plus de 30 000 euros par an de loyer. On va aussi faire fructifier le bâtiment d'à côté. Donc en termes de loyer, on sera bien sûr autour de 50 à 60 000 euros par an. Mais on va travailler main dans la main pour que des gens puissent être installés, qu'on continue à conforter le petit commerce dans le centre-ville, parce que certains aujourd'hui, même si on est devenu attractif, sont encore fragiles. Notre mission à nous, c'est de renforcer et de trouver un juste équilibre entre les activités commerciales à l'entrée du bourg, mais qui ne sont pas à l'extérieur du bourg, et ce centre-ville qui, petit à petit, a ouvert une quinzaine de petits commerces qui, aujourd'hui, pour certains, fonctionnent très bien et d'autres sont parfois en difficulté. Aménager cette place avec l'ancien bâtiment du laboratoire et travailler en collaboration avec à la fois la cave à vin, le boulanger et l'assureur va nous permettre d'avoir un endroit qui sera complètement aménagé, qui va donner une aura encore plus importante à cette vie de village à laquelle nous sommes très attachés. Le marché a fini bien tard. Je ne sais pas si on ne va pas délibérer quand même pour mettre une heure de fin au marché. J'ai vu que ce week-end, on avait peut-être battu les records. Bon, pour éviter les débordements, je vais quand même aller regarder ce qui s'y passe. Après 15 heures, il faut s'arrêter au marché. On a fait ses courses. D'accord? Le message est passé, mais 15 heures, c'est déjà bien. Hein, voilà. Donc voilà, c'est un moment émouvant. C'est un moment émouvant parce que ça fait 11 ans de travail. On s'est réconcilié avec les propriétaires. Tout le monde a bien compris que la réussite de la halle, c'était quand même la volonté politique de la commune et qu'elle était indissociable à travers l'aménagement que l'on a fait de pouvoir aller capter ce foncier. Et c'est le début d'une encore une belle aventure pour muscler les activités de ce centre-ville. Je vais être plus précis puisque je n'ai pas annoncé le prix de toute la parcelle avec les bâtiments et bien sûr on récupère. Alors je précise, parce que l'EPF a du mal à comprendre, on devait passer par l'équipement public foncier, on rachète en direct, on rachète le foncier. On ne rachète pas les fonds de commerce. Les fonds de commerce restent tels qu'ils sont et ils continuent à exploiter. Mais je le répète parce que parfois la vérité est transformée, surtout en cette période-là. Donc les fonds de commerce, on n'y touche pas, on sera juste le nouveau bailleur. Important de le dire aujourd'hui. Donc c'est la parcelle 85 avec une acquisition amiable par la commune au prix de 1 270 000 euros. Des commentaires sur cette délibération? Monsieur Mas, ça sera tout? Oui, donc encore une fois, on ne va pas se lancer sur la paternité de certains projets Canolé. Effectivement. Par contre, moi, je reviens juste sur une histoire également. À une époque, sur certains secteurs de la Cano, j'avais dit, dans le cadre d'aménagement futur, il serait bon de s'intéresser peut-être à d'autres parcelles. Et puis je me revois cet élu qui m'avait dit non, aucun intérêt. Sur les 17 ou 18 parcelles qui pouvaient être concernées, il y en a au moins 15 qui ont été vendues et qui auraient pu permettre de faire aussi d'autres aménagements dans d'autres secteurs. Donc là, je dis c'est bien parce que vous avez démarré par effectivement l'ancien laboratoire. Ici, il y a cette fameuse parcelle qui a été quand même effectivement apparemment assez difficile dans le cadre d'aller convaincre les propriétaires. Mais je crois qu'il faut peut-être travailler aussi sur un plan d'aménagement global sur ce centre-ville et sur ce centre-bourg, parce que j'ai entendu le fait que vous disiez qu'il y avait la possibilité d'aller chercher 3 étages, c'est-à-dire qu'en gros 12 mètres.
Je ne vous cache pas que si on a une façade à 12 mètres sur un front du moins, un centre-ville comme celui-ci, ça peut être un peu surprenant à l'échelle de notre rond-point, du rond-point et de l'espace et puis des volumes que l'on a autour. Donc voilà, donc en fait c'est un bon début, ou même ça continue vu que le début c'était le laboratoire, mais je crois qu'il faut peut-être regarder autour ce qui s'y passe pour voir comment on peut avoir un aménagement peut-être un peu différé, mais de meilleure stature et avec un urbanisme plus adapté à notre centre-ville. Ben, vous avez bien fait de prendre la parole, Monsieur Mas, parce que si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je pense que d'autres n'ont pas compris non plus. J'ai dit que le prix était justifié par des droits à construire importants. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on allait construire du R+3. J'ai dit que le prix était justifié par des droits à construire importants. C'est mieux l'entendant. C'est mieux l'entendant, monsieur le maire. Ben, bien sûr. Vous avez un projet qui va se faire juste à côté. On essaiera d'harmoniser tout ça, à la fois sur le bâtiment du restaurant. Voilà. Le prix est justifié par. Ce n'est pas le projet de la ville de faire un bâtiment R+3 sur le terrain. Voilà. Mais c'est bien, comme ça au moins tout le monde a compris. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Madame. Ok. Vous voulez justifier votre vote? Alors, non, non pas sur la partie qui servira d'utilité publique, mais effectivement peut-être plus sur le projet des logements derrière, où on n'a pas à ce jour, aujourd'hui, assez d'explications pour savoir ce qu'il va s'y faire. Est-ce que j'ai parlé de logement derrière? Non, pas de logement, mais quand même, je l'ai lu, c'est quand même un projet d'habitation, non? Ah non, non, du tout, madame. Je ne sais pas où vous l'avez lu, mais relisez la délibération. On ne parle pas de logement. Sur des propriétés privées situées côté nord de l'avenue de la Libération. Après, aujourd'hui, pour ma part, je n'ai pas assez d'éléments, si vous voulez, en ce qui concerne la partie derrière. Voilà. D'accord. Voilà. On va noter ça précieusement dans le compte rendu. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Nous passons à la délibération suivante avec une constitution de servitude de passage sur la parcelle AH 104 au Moutchik. Vous avez le plan qui va apparaître, je présume. Nous sommes toujours à la Gaîté. Ah, nous avons là. Un vieux dossier aussi que nous avions, c'était 25 ans de travail. Et nous avions signé, je me rappelle, au Trésor public, un échange historique avec l'ONF, puisque le terrain que vous voyez, la parcelle AH, appartenait à l'ONF. Mais ça me permet aussi de rétablir quelques vérités, puisque quand on a fait le PLU et on a sacralisé ces zones-là en non constructibles, j'ai pu entendre des choses en campagne électorale, dire qu'on allait construire des immeubles, des parcelles. Je dis, mais au bout d'un moment, il faut rester sérieux. Pour prétendre à quelque fonction que ce soit, on ne peut pas tout raconter et raconter n'importe quoi. Donc là, on est bien sur une zone naturelle, donc il ne se passera jamais rien. On est plutôt en train de demander aux propriétaires de leur céder des refonds de parcelles sur un petit jardin, sur des choses comme ça. Là, on est sur plutôt des servitudes de passage. Il y en a 3 aujourd'hui qui avaient été accordées à l'époque par l'ONF sur des sentiers pédestres. Seulement au fil du temps, depuis 30 ans, il y a eu des portails qui ont été faits et les accès et les sorties à ces parcelles se faisaient par la départementale, mais ne pouvaient plus se faire côté lac. Donc les gens avaient pris leurs habitudes et il était important de les accompagner pour régulariser leur situation, puisqu'aujourd'hui, ils n'avaient pas de sortie validée. Donc j'aimerais bien avoir le plan suivant pour qu'on observe un peu. Ah, mais il n'y a que celui-là, il n'y a pas le petit plan. Donc aujourd'hui, on a validé les 3 sorties existantes, alors qu'ils en demandaient une chacun. Donc on est resté sur le même schéma. Ils sortent le long de leur propriété, ils sortent le long de la départementale, mais il était important de leur donner juridiquement une existence. Et comme on est propriétaire de ces parcelles-là, les gens continueront à passer par la servitude qu'ils avaient avec l'ONF, mais qui était que pédestre, pour aujourd'hui avoir une servitude aussi de passage avec leur véhicule, depuis la départementale jusqu'à leur propriété. Donc c'était régulariser une situation de fait par une situation qui peut leur permettre aujourd'hui de revendiquer cette constitution de servitude sur les parcelles communales cadastrées qui sont citées dans la délibération et m'autoriser à signer l'acte contenant constitution de servitude et tout document qui serait nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Monsieur Mas. Oui, donc comme je soulève régulièrement les obligations légales de débroussaillement, donc effectivement ces gens vont avoir une servitude, fonds dominant, fonds servant, mais en sachant qu'ils vont être dans l'obligation d'entretenir 10 mètres par rapport à ces servitudes, à ce chemin d'accès, dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. Donc voilà, je le répète chaque fois, c'est que ce soit bien mentionné sur ce qu'ils ont à faire. Pour ma part, ensuite, je m'abstiendrai parce que je connais le géomètre qui a établi les conventions de servitude. Merci pour le commentaire de rappeler les OLD. Et ce qui est assez... ces gens, quand même, on régularise une situation qui leur rend service. Mais on est là pour ça, pour rendre service à nos administrés et régulariser les situations. Mais dans la négociation, on peut vous dire, vous allez nous refaire le chemin. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Puis les OLD, c'est un terrain communal. Oui, mais les OLD s'appliquent, terrain communal ou pas. C'est vous qui en avez la responsabilité. Mais ça fait partie du job. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 7, concession de service public pour l'exploitation des golfs de l'Ardilouse et de la Méjane. Approbation du choix du concessionnaire. Alors, avant d'argumenter, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, avec les pros et les antis. J'ai jamais reçu autant de SMS, de courriers, de trucs assez surréalistes parfois. Parce que quand on est en procédure de délégation de service public, le maire que je suis, mais je vais remercier aussi les membres du groupe qui ont travaillé sur le sujet, ont un devoir d'exemplarité, mais surtout de discrétion. Pour l'autorisation et pour la délibération d'aujourd'hui, pour arriver à son terme, il faut qu'il n'y ait aucun écart dans la procédure. Et si on avait commencé à commenter tous ce qui se passait dans les différents entretiens que nous avons eus sur les deux candidats les deux candidats à cette exploitation de délégation de service public, la délibération, enfin, aujourd'hui, on ne serait pas en train de la prendre, on serait attraqué de toutes parts, parce que notre devoir, c'est de rester discret pendant une DSP, que ça soit sur l'eau, que ça soit sur l'assainissement, que ça soit sur les crèches, que ça soit sur les golfs. Il y a une conduite à tenir, c'est pas faire de commentaires. Et pourtant, j'en ai remis des prix au golf. J'avais quelques pressions parfois pour me faire parler. Non, on a tenu bon jusqu'au bout. Et je voudrais, aujourd'hui, devant cette assemblée, avant de développer le choix du groupe qui a dirigé et le choix du maire que je suis dans la présentation de cette délibération, dire à quel point ça n'a pas été facile. Parce que vous avez des gens avec qui vous allez nouer de l'amitié, mais aussi de l'affection. Et dans ces dossiers-là, c'était compliqué parce que je connaissais plus finalement ceux d'Arsentin Group. Je connais aussi très très bien les investisseurs qui portaient le projet, qui ne sera pas retenu aujourd'hui. C'est plutôt des amis. Et pourtant, nous avions un choix à faire. Et ce choix, après beaucoup d'heures de travail et puis après quelques auditions, il a été dicté par le sentiment que nous avons eu. Et le groupe qui a été retenu était en avance sur son concurrent, que le service public et les intérêts des cannolés ont été préservés, même si, et je le dis haut et fort, le deuxième dossier était plutôt un dossier bien tenu, bien monté, mais qui avait moins d'assurance que le projet du délégataire actuel qui gère les golfs. Je vais m'expliquer pourquoi, même si ça ne sera pas toujours très compris. Nous avons été accompagnés par un conseil qui s'appelle Espelia, qui est un expert des politiques publiques. Nous avions eu très très mal démarré puisqu'on nous avait proposé dans un premier échange de baisser les prix de loyer de 30% et de baisser les investissements de 40%. Donc quand j'avais vu arriver cette proposition de cahier des charges, vous doutez bien que mon sang n'a fait qu'un tour, vous me connaissez un peu. Et j'ai répondu, ça sera très simple, ça sera le loyer d'aujourd'hui minimum dans le cahier des charges et les investissements que nous proposons minimum. Et là, à ce moment-là, on a pu travailler sur des propositions. Et on est arrivé au résultat d'aujourd'hui qui a été pour moi, en tant qu'homme, et là je vais parler pour moi, il fallait prendre une décision, bien sûr qu'elle était unanime à la fois du conseil, mais à la fois des techniciens qui nous accompagnaient et des élus qui ont assisté à toutes ces réunions. On n'a pas eu à se poser la question puisqu'il y avait une unanimité. Mais humainement,
vous doutez bien que ça n'a pas une décision facile à prendre. Et j'espère que les gens auxquels je suis très attaché, avec qui depuis 12 ans on a noué des relations fraternelles, amicales, et même plus que ça pour certains, qu'ils soient investisseurs ou porteurs de projets ou associatifs, voilà, ne m'en tiendront pas rigueur parce que le choix que l'on a fait, il n'a pas été guidé par un intérêt quelconque, la preuve, hein, puisque c'est la société aujourd'hui gestionnaire du site qui va être reconduite dans cette délibération. Donc, à travers ces auditions que nous avons faites et à travers les multiples questions qui ont été échangées entre la ville, le conseil Espelia et les deux candidats sur cette délibération, il est ressorti que Golf proposait un projet structurant fondé justement sur la modernisation des deux golfs, la diversification de ses activités et la valorisation touristique de la destination. Mais on s'en rappelle tous, l'état d'esprit du projet, c'était aussi préserver les intérêts des abonnés du territoire, et c'était aussi un des fils rouges de cette délégation. La démarche, elle repose sur une marque identitaire Lacano Terre de Golf, destinée à fédérer les actions commerciales, sportives et touristiques. L'objectif, il était affiché, il est de renforcer la notoriété des équipements et d'en faire un pôle d'excellence au niveau régional et même national. Sur le modèle d'explication, U-Golf met en avant une approche d'exploitation novatrice articulée autour de deux leviers. La dynamisation des activités existantes, notamment par une montée en gamme des prestations, la création de nouvelles sources de revenus, avec une intégration et une gestion directe de la restauration au golf de l'Ardilouse, le déploiement du concept off-golf à la Méjane, associé à la construction d'un nouveau clubhouse et au développement d'une offre de restauration complémentaire, la refacturation des passages d'abonnés des golftières avant de valoriser les flux inter-réseaux, et le dispositif inclut aussi un nouveau système de réservation et de priorité de jeu pour les membres, une gestion encadrée de la fréquentation. Et là, c'est un sujet qui a été levé dernièrement. On limite à 16 passages par jour les abonnés extérieurs. On l'avait bien précisé dans le cahier des charges, ça a été tenu, 16 passages, une gestion encadrée de la fréquentation. Tout bénéf aussi pour les abonnés du club et des environs pour cette fréquentation du réseau U-Golf. Engagements environnementaux et RSE bien sûr, puisque c'est incontournable. On s'inscrit dans une offre, dans une logique de gestion durable et c'est bien normal. On y était déjà dans le précédent contrat, mais pas à ce niveau-là. Donc on a un entretien éco-responsable des parcours espaces verts. Il y a un objectif qui est important sur le golfe de l'Ardilouse avec une labellisation Fédération française de golf biodiversité niveau or et une labellisation Écossaire pour le golfe de la Méjane. Un renforcement des charges d'entretien, on est à peu près à plus 16% pour soutenir justement la transition écologique. La mise en œuvre d'une politique RSE renforcée, incluant la collaboration avec l'association sportive locale, qui bénéficiera d'un soutien financier moyen de 63 000 € par an. L'équilibre économique, il est très simple, on est resté sur la même durée de contrat que le précédent, 12 ans. Un chiffre d'affaires prévisionnel cumulé aux alentours de 43 millions d'euros. La croissance visée, c'est plus 61% d'ici 2030, avec un CA de 3,7 millions d'euros par an en rythme de croisière. C'est un résultat net cumulé des délégataires, à peu près autour d'1,2 million. La redevance pour la ville, et nous y voilà. Aujourd'hui, on est aux alentours de 435 000 €. La proposition du groupe, 480 000 €. C'est à peu près 45 000 € par rapport au minimum qui était prévu au contrat, mais qui sont au-dessus du contrat précédent. Donc on en peut proposer 30% inférieur au loyer d'aujourd'hui. Vous voyez bien que quand même, Lacano, qui est un golf attractif, bénéficie d'une proposition que peu de golfs en Nouvelle-Aquitaine ont. Et une part variable aussi, mais qui est quand même beaucoup plus faible. Je reprends ma respiration. Nous avons aussi un programme d'investissement autour de 4 706 000 €, 2 millions de travaux patrimoniaux, 2 052 000. Le GER, c'est les gros entretiens de renouvellement, c'est hauteur de 336 000. 1 243 000 de renouvellement de parc matériel, 530 000 € de parc de voiturettes, 207 000 € sur le practice technologique, 279 000 € c'est le droit d'entrée. Je veux dire que c'est ce qui est resté sur la partie valeur nette comptable, on appelle ça la VNC. Il restait 279 000, mais comme ça fait partie du groupe, il y a un droit d'entrée de 279 000 €. Et on aura une VNC en fin de contrat qui sera de 448 000 € au bout de 12 ans avec les investissements portés. Elle est tout à fait raisonnable. Il y a aussi 100 000 € d'additionnel. On a 65 000 € à la Méjane et 35 à l'Ardilouse. On va avoir un dispositif all golf, c'est une ambiance un peu festive avec des cibles géantes, de la musique, de la gastronomie autour du practice, plutôt une activité très ludique.
Et ensuite, sur le développement sportif et l'attractivité, UGolf prévoit une montée en puissance de la fréquentation et de la vie sportive, plus 10% d'abonnés d'ici 2032, ils sont restés très raisonnables, plus 34% de green fee entre 2024 et 2032 sera permis sûrement par les 16 qui seulement pourront faire partie du réseau et venir fréquenter les golfs, donc ça nous y veillerons bien sûr. La création de l'académie Lacano Terre de Golf, avec un objectif de 83 élèves adultes par an d'ici 2032. Un développement du golf scolaire gratuit et la mise en place d'un dispositif passerelle de 10 € par mois pour favoriser l'accès à l'école de golf. Sur les ressources humaines, on est à peu près à 29-30 équivalents temps plein qui sont prévus en 2030 avec un recrutement de responsables environnement qui sera un environnement dédié. Et après, l'offre UGolf, elle se distingue par un engagement financier solide pour la collectivité, autant en redevance qu'en investissement, une ambition de montée en gamme, vous l'avez vu, sur les infrastructures et les services, une stratégie environnementale claire et ambitieuse, une dynamique de développement touristique et sportif au service de la marque territoriale Lacano Terre de Golf. Donc c'était les éléments que je voulais aujourd'hui mettre en place. La suite, après l'attribution de cette DSP, pour apaiser le climat qui est devenu depuis quelques mois un peu pesant, dès le mois prochain, début du mois prochain, je proposerai à l'association locale, à UGolf et à la ville de Lacano bien sûr, dans cette salle, de se réunir pour appréhender un mois avant la fin de la DSP, des conditions dans lesquelles nous travaillerons, je l'espère, main dans la main avec la bonne volonté de tout le monde. Et je pense qu'il faudra que ça pèse. Ça n'a pas été un moment facile pour moi, puisque c'est peut-être les moments du mandat où, quand je ne peux pas répondre, ça me gêne quand même. Vous me connaissez un peu, j'ai l'habitude de dire les choses. Donc c'est vrai que je suis resté muet, vous viendrez bien m'en excuser, mais j'ai exposé les pourquoi je ne pouvais pas aussi répondre à vos sollicitations, puisque c'est des procédures qui sont très encadrées et on est très surveillé. Surtout en ce moment, je fais attention à chaque fois et je pèse mes mots. Donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières, je vous le promets, ça n'a jamais été mon cas. Mais par contre, je solliciterai bien sûr l'association UGolf et la ville pour qu'on se mette autour de la table et qu'on reparte plutôt sur un chemin qui nous amènera par le bien-être à la fois des abonnés et aussi des habitants de ce territoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette délibération qui nous amène à contractualiser avec la société UGolf pour 12 ans de plus à partir du 1er janvier 2026. Des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 8 avec une constitution de groupement de commandes en vue de la passation des marchés publics d'assurance. Toujours des choses qui passionnent tous les élus, ça. Mais c'est des choses importantes, puisqu'aujourd'hui on délibère justement pour approuver le projet de convention de commande. Alors je vais en citer au moins 3, puisque c'est une convention qui va lier, qui va nous faire adhérer au groupement de commandes qui est constitué pour la passation du marché de prestations d'assurance, avec à la fois le CCAS, le Centre communal d'action sociale et la mairie de Lacano. Donc c'est l'intérêt de se regrouper pour optimiser la passation des marchés de prestations de services pour les dommages aux biens, en particulier dans notre EHPAD, la flotte automobile bien sûr, les risques statutaires. Vous le savez tous à quelle sauce on a été mangé depuis 4 ans, puisque nos primes d'assurance ont parfois été augmentées par 5 pour des primes qui ont été augmentées par 5, mais des remboursements qui, eux, sont presque à 0 aujourd'hui, puisque nous avons des franchises énormes sur tous les contrats. Donc c'est un sujet dont nous avons interpellé les parlementaires, et en particulier les sénateurs, qui sont en train de travailler au niveau de l'État pour regarder comment on pourrait faire. Mais aujourd'hui, quand on a un incident, on préfère payer en direct parce que la franchise est toujours au-dessus de l'incident qui a pu arriver. Donc on est passé sur des sommes tout à fait faramineuses et on n'a pas le choix, puisque les communes, il y a 3 et 4 ans, ont été tous éjectés de leur contrat d'assurance. On s'est tous retrouvés en France sans contrat d'assurance. Donc le travail qui est fait aujourd'hui, et nous avons interpellé les parlementaires sur le sujet, c'est pour retrouver finalement des contrats qui seraient peut-être un peu moins disants en termes de primes, puisque derrière, on ne sollicite plus nos assurances pour se faire rembourser. Donc on veut bien que la franchise soit énorme, qu'ils aient plus envie de payer, mais si c'est pour avoir une prime qui est multipliée par 5, là par contre on ne marche plus.
Donc les élus sont très furieux sur ce qui est en train de se passer. Le lobbying des assureurs, c'est très très fort, et on peut le voir sur les problématiques d'érosion ou sur les problèmes littoraux. Quand on regarde les fonds catastrophes naturelles, vous n'avez pas un rapport d'utilisation qui existe en France. Sur le Barnier, j'ai réussi à en obtenir un. Sur catastrophes naturelles, je n'arrive pas à mobiliser le gouvernement pour avoir un rapport sur les catastrophes naturelles. Des primes, si vous regardez, qui les 10 dernières années ont été augmentées de plus de 30%. Voilà. Alors il y a plus de catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais savoir comment est utilisé cet argent et que nous rendent des comptes. Barnier, c'est fait. Barnier, c'est 12% de 12% de CatNat. Sur CatNat, on n'arrive pas à avoir de diagnostic et comment sont utilisées vos primes d'assurance et les nôtres. Donc aujourd'hui, on se regroupe, c'est un marché d'un an renouvelable, 4 fois. Et ce groupement, il permet justement de se réaliser qu'une consultation est courte sur la durée de ce marché-là. Vous avez entre les mains, mes chers collègues, la convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la passation de marché de prestation de services. Donc, y a-t-il des commentaires sur cette constitution de groupement de commandes? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Autre dossier très très important, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, l'approbation de la procédure de déclaration de projet numéro 1 valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communal. Et là, il faut que j'y passe un peu de temps. D'abord aussi, pour saluer, et je vais commencer par ça. Je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais je vais commencer par ça. Il y a eu beaucoup d'opposition sur ce projet, en particulier au niveau des riverains. Après, il y a des oppositions politiques, c'est de bonne guerre. Pour moi, ce projet, il est fondamental. Et pour l'équipe que je dirige, il est déjà dans les cartons depuis 2014, puisqu'on l'avait intégré dans le PLU. Mais, je ne sais pas si vous avez écouté hier soir, vous avez eu le temps, moi j'ai fait un petit replay vite fait, parce que j'ai un élu qui m'a interpellé sur la question. Un ancien ministre bien connu, qui était interviewé sur un groupe de télévision publique, qui s'est exprimé et qui a dit beaucoup de choses que l'on ressent, en particulier sur la simplification et sur la réforme de l'administration. Mais sur cette procédure-là, et vous allez le voir, parce que les articles visés, tout ce que l'on a fait, il y en a à peu près 18 dans la délibération, c'est devenu assez incroyable. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas supprimer dans ces procédures-là, c'est la concertation. Elle est indispensable. Pour le reste, sur les procédures environnementales, les études, il y a sûrement des choses à faire. Mais je me suis réjoui à travers là, puis je me suis aperçu que quand j'y étais pas dans ces réunions, en plus ça marchait mieux. C'est assez curieux, mais les gens se lâchent un peu mieux. Mais même ceux qui sont opposés au projet, et là je les en remercie, ils n'ont pas boycotté la concertation. Et ça, c'est un exercice très très intéressant. Parce que quand on a, et on en a fait des tonnes sur la concertation, ils ont finalement, dans la dernière phase, co-construit avec nous le projet final. Parce qu'ils avaient des inquiétudes, et je peux les comprendre. Même si nous avons amené beaucoup d'eau à notre moulin et à notre projet, cette concertation, elle a été réussie. D'abord parce qu'on avait une très très bonne architecte qui savait faire, on a des services qui se sont complètement impliqués, on a des élus qui se sont impliqués. Mais à chaque fois qu'on a fait ces réunions de concertation, même si au début ça tremblait un peu, hein, c'était pas toujours simple, hein. On s'est parfois houspillé, il y a eu quelques petites manifestations. Par contre, ils ont respecté ce processus de concertation, et même si nous ne sommes pas toujours d'accord, ben je tiens quand même à les remercier d'avoir été plutôt des bons élèves de la concertation, et ils ont amené leur pierre à l'édifice, et ils ont rendu ce projet encore plus beau qu'il était au départ. Et ça, c'est plutôt sympa. Sur la partie explication, et là, il y en a quand même, j'ai quand même une note assez importante, parce que j'ai griffonné pas mal, et ce projet-là, il fait partie du plan partenarial d'aménagement de la Canon, hein. Après être arrivé sur le front de mer, renaturer la Sud, les allées, la place de Gaulle. On a des projets bien sûr, et vous avez le permis d'aménager qui va jusqu'à la Nord, qui a été validé. Sur le pôle multimodal, sur le pôle d'échange multimodal, il y avait une difficulté, elle était juridique. Même si le PLU rendait certaines parcelles utilisables sur l'activité que l'on propose, il fallait mettre en compatibilité. Donc on a choisi une procédure qui n'est pas la plus longue, puisqu'on a décidé de mettre une déclaration de projet sur la procédure MECDU. MECDU, c'est quoi? C'est mise en compatibilité d'un document d'urbanisme. Donc cette déclaration de projet, sur ce projet-là, elle emporte la mise en compatibilité du PLU. Une fois qu'elle est terminée, on délibère et on intègre cette délibération et cette mise en compatibilité dans notre plan local d'urbanisme. Donc elle est proposée bien sûr à l'approbation aujourd'hui. C'est la troisième évolution. Il y avait une modification, rappelez-vous, allégée. À chaque fois, nous avons privilégié ce modèle de concertation qui n'est pas toujours facile à mener, hein. C'est long, c'est compliqué.
Et puis, il faut savoir apprendre à se parler. Et je crois qu'on est arrivé sur ce dossier-là à se parler et à faire les choses ensemble. Donc, la déclaration de projet, c'est la procédure qui a été retenue par la commune pour sécuriser justement la réalisation du pôle d'échange multimodal rétro-littoral, qui est inscrit déjà dans les démarches ADS. Alors, ADS, c'est quoi? C'est encore un anagramme. L'aménagement durable de la station de 2017, avec tous les partenaires, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le département. Tous les partenaires sont rassemblés dans cette démarche. Et au schéma des mobilités. On est la seule commune du Médoc à avoir un schéma des mobilités. C'est pour ça qu'on a eu droit à toutes ces subventions sur tous les aménagements qu'on a fait depuis 10 ans, parce qu'on a fait ces documents planificateurs. La modification étant inadaptée, puisqu'elle était trop longue et la révision étant trop dispendieuse, notamment en termes de temporalité par rapport aux échéances contractualisées dans le PPA, le plan partenarial d'aménagement. Pourquoi? Parce que c'est des crédits à consommer. Et c'est aussi pourquoi on a choisi cette procédure. C'est des crédits à consommer en 2026, on aura peut-être une rallonge en début d'année 2027, mais il faut savoir que ce PPA, il ne vient pas du fonds vert, il vient du plan France Relance après le plan Covid. Donc ces crédits-là, il faut les consommer. Autrement, l'État nous les retire. Donc on a consommé presque l'intégralité de l'enveloppe. Il ne nous reste qu'à finaliser. La procédure et son objet, important. La création de l'aire de stationnement automobile est déjà autorisée dans la zone NZ aujourd'hui au PLU. Ce n'est pas une invention, là. On est dans la zone NZ. Toutefois, 2 dispositions du règlement actuel ne permettent pas la réalisation de la totalité du programme d'aménagement prévu, puisqu'il y a une petite bande d'espaces boisés classés le long de l'avenue Planteuil et l'interdiction d'implanter des activités commerciales liées aux mobilités. J'ai bien dit, des activités commerciales liées aux mobilités. C'est bien clair. La déclaration de projet qui est prévue justement par le Code de l'urbanisme vise la possibilité de mettre en compatibilité un document d'urbanisme si le caractère d'intérêt général ou d'utilité publique d'une opération d'aménagement le justifie. C'est ce que dira plus tard, et on l'a aujourd'hui dans la délibération, le rapport du commissaire enquêteur. Vous ne pouvez pas lancer de procédure de MECDU sans avoir un caractère d'intérêt général ou d'utilité publique. Donc l'opération le justifie. Ensuite, l'objet de la déclaration du projet, c'est de permettre la réalisation du programme du pôle multimodal et notamment l'installation des services de mobilité prévus, activités de type location de vélos, de voitures, casier consigne. Pour cela, l'ADP-MECDU, la déclaration de projet de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, prévoit la bascule d'une partie modeste de ces zones et UCUDA en UEM sur des équipements publics. De déclasser une petite partie de surface d'espace classé de 900 m² non boisés sur une surface de BC que nous avons, espace boisé à conserver ou classé, que nous avions créé dans le PLU en 2017. Donc c'est 0,01% de la surface glacée en EBC. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Je vous cite tout parce que vous allez comprendre après dans les vues ce que c'est le travail d'élu local et quelle est l'expérience que l'on a acquise tout au long de ces mandats-là, de ces années-là. La CDNPS, la commission départementale nature, paysages et des sites, je vous explique ce que c'est. C'est les associations environnementales, les services de l'État, DREAL, des DTM, Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement. Ils oublient aménagement, logement, c'est surtout l'environnement. Vous avez pas mal d'ayatollahs autour de la table, les représentants aussi des associations, et là, il faut aller expliquer l'intérêt général du projet. Unanimité sur ce projet-là. Unanimité. Et je peux vous dire que c'est bien rare, parce que des commissions départementales, j'en ai fait quelques-unes depuis le début. Donc, avis favorable sur ce déclassement. La commune a également souhaité, à travers cette procédure, intégrer des mesures environnementales et des principes d'aménagement paysager qui visent à réduire l'impact sur les sols, les milieux naturels et les arbres, tout en valorisant l'interface avec les quartiers résidentiels voisins et en organisant les services de mobilité autour des infrastructures existantes. Pour cela, une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, il y en a 7 dans le PLU, il y a celle-là sur cette procédure, ainsi qu'une surtrame de protection des espaces boisés évités dans l'aménagement en raison de leurs enjeux. Les avis réglementaires qui sont recueillis dans la procédure. Tenez-vous bien, c'est pour ça que je vous fais cette présentation. Vous compreniez que cette procédure-là, ça a été une des plus simples. Vous imaginez? C'est une des plus simples et des plus rapides. Les avis réglementaires, l'examen conjoint des PPA, les personnes publiques associées, État, région, service, enfin, vous pouvez en compter, il y en a au moins 10 ou 15 PPA. Voilà. Le CCMA, la communauté de communes, le parc naturel régional, le département, plus la DDTM, les chambres consulaires, toutes ont répondu par écrit. Avis favorable, à l'unanimité. Le CDNPS, je vous en ai parlé, favorable à l'unanimité. La mission interrégionale d'autorité environnementale, la MRAE, vous ne connaissiez pas ça? Voilà, ça existe aussi. Tout un tas d'experts scientifiques
donc sur l'évaluation environnementale des incidents sur l'environnement des nouvelles dispositions réglementaires du PLU en date du 4 août 2025. Avis favorable avec des compléments qui doivent être apportés aux observations dans le mémoire en réponse intégré au dossier d'enquête. Toujours la même chose dans la procédure, loi sur l'eau, police de l'eau, DDTM, voilà. Et on continue. Suivi environnemental, protection des arbres. Comment on dit les élus font ce qu'ils veulent? Non. Il y a quand même des organismes qui surveillent d'un peu trop près parfois. Mais bon. Les conclusions du commissaire enquêteur. On poursuit. À l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée en août-septembre sont favorables. L'intérêt général du projet est démontré. L'impact sur l'environnement de la modification du PLU reste limité et des mesures ont été prises pour éviter, réduire ou compenser, la procédure est versée, l'impact environnemental du projet. Le rapport du commissaire enquêteur est en ligne et vous pouvez le consulter. Il a été favorable sans remarque. En parallèle, le projet fait aussi l'objet de dossiers réglementaires. L'étude d'impact, bien sûr. Le défrichement, l'autorisation du défrichement. Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025, il y a quelques jours. Demande de dérogation d'espèces protégées, c'est en cours d'instruction. En matière d'urbanisme, bien sûr, le projet est soumis à un permis d'aménager que nous sommes en train d'instruire. Il sortira d'ici quelques semaines. Les marchés de travaux sont en cours d'analyse puisqu'il faut qu'on aille vite. Puisque rappelez-vous ce que j'ai lu en préambule, c'est qu'il faut qu'on consomme ces crédits. Nous sommes en relation avec l'État sur France Relance, il faut qu'on consomme ces crédits. Les marchés de travaux sont en cours et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on est bien en dessous des estimations. Donc on va avoir des belles surprises. On est à peu près 30% en dessous des premières estimations. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On note aussi que les échanges spécifiques avec le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, là aussi, ils ont durci la voilure, c'est bretelles, ceinture, parapluie, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, à la Gironde, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Il y a toujours des interprétations un peu bizarres, mais on est obligé de s'y tenir, donc on y va aussi. Avec le département aussi sur la sécurité routière d'une voie communale ont eu lieu, puisqu'on est sur une voie communale sur la route du Cantabria, mais comme on fait bien notre boulot, on a aussi consulté le département, qui a une départementale à proximité, et les pompiers ont donné l'avis. En plus, le projet, il est conforme avec les objectifs de zéro artificialisation nette. Jusqu'où ça ira, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, nos parlementaires, ils ont autre chose à faire. Mais ça nous a mis aussi dans la panade, et pas que seulement à la Cano. Donc, zéro artificialisation nette, c'est les objectifs attendus pour 2050. Ça vous parle aussi dans le bien-être que vous avez à vivre à la Cano au quotidien, mais c'est ça auquel nous sommes confrontés au quotidien. Donc, l'évolution de l'espace naturel fréquenté ici, à l'entrée de notre ville, hein, avec ce pôle multimodal, il est corollaire à une meilleure, justement, perméabilité du sol. On est un peu sur le même modèle que l'on peut avoir plan plage du Lion ou plan plage du Moutchik. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La perméabilité du sol. On passe aujourd'hui de 98% de surface perméable à 90%. Hein? Aujourd'hui, on n'est plus des maires bâtisseurs, on est des maires bétonneurs, ça arrange tout le monde, sauf celui qui a besoin de construire. Mais voilà ce que l'on fait sur ce projet-là. On passe de 98 à 80, de 98 à 90. Pourquoi? Parce que faut bien faire une voie au milieu du parking. Et la végétation existante, c'est moins de 10% des arbres qui sont supprimés. Donc il faut arrêter de dire qu'on va raser une forêt, 10% là, et on va replanter en plus pour protéger les riverains et faire beaucoup de choses sur le merlon qui va les protéger. Donc finalement, l'impact carbone, je pense qu'il sera plutôt positif à la fin du projet. La concertation, je ne vais pas y revenir parce que je vous en ai parlé et c'est peut-être ça qui m'a réjoui le plus dans le projet, même si aujourd'hui je ne conteste pas et je respecte les avis qui sont différents du nôtre sur l'ambition que l'on a donnée à la mobilité sur le territoire. Elle est incontournable. On dit toujours qu'il faut s'adapter, il faut être résilient. Oui, on l'est bien sûr. Mais ce que je demande à toutes mes équipes ou aux syndicats que je dirige ou aux structures que je dirige, c'est d'innover, d'anticiper. Voilà. Et si l'on veut gagner à la Cano, c'est ce qu'on a toujours fait, on est passé depuis 12 ans à une image incroyable. Le pôle d'échange multimodal et la place de la Gaîté, je ne compte pas le nombre de communes et de maires et de leurs adjoints qui sont venus visiter nos équipements. Donc, quand je pars, vous voyez, je pars demain au salon parce que je fais partie du comité directeur de l'Association des maires de France et que nous avons l'Assemblée générale demain. J'ai 2-3 interventions à faire. Voilà, c'est le boulot que je fais. Je le rends parce que cette ville m'a beaucoup apporté. J'ai commencé mes études à 49 ans. Hein. Vous le savez tous quand même. Il faut le répéter. Avant, j'étais plutôt dans la festivité, mais oui, mais il faut le dire. J'ai beaucoup appris. Je me suis enrichi. Mais j'apprends vite quand même. Je peux vous assurer que
Ceux qui vont être en face et qui vont venir en contradiction, je leur proposerai des débats publics s'il faut. Hein. Mais ces sujets-là, je commence quand même à le maîtriser. J'ai autour de moi des élus qui sont complètement impliqués, qui sont incroyables sur tous ces sujets-là. Voilà, nous sommes devenus, en toute modestie, hein, des élus techniciens. Et si nous ne sommes pas en 2025, une commune, elle ne peut pas fonctionner. Nous avons la chance, bien sûr, d'être staffés. Nous avons les équipes pour nous accompagner. Mais la politique, c'est l'affaire des élus. La démocratie, ça s'appelle. Les services de l'État l'ont un peu oublié, même parfois le juge administratif. Le juge administratif, il dit plus c'est légal ou pas. Il dit ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais ça ne le regarde pas, si ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal? La politique, c'est nous. Et c'est ce qui a coupé un peu cette relation entre le citoyen et les politiques, et que les citoyens ne comprennent pas toujours, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le pouvoir. Alors, bien sûr, on n'est pas tous au même degré d'implication, et vous savez bien que nous, on ne lâchera jamais les projets, on va continuer à se battre. Mais oui, ce mandat, il a été compliqué. Depuis la loi climat et résilience, depuis tous les textes, le code d'environnement, il est passé de 1000 articles à 6000 articles, de 100 000 mots à 1 200 000 mots. Et les services piochent dedans pour nous dresser des barrières à tout moment. Donc aujourd'hui, un projet, c'est 8-10 ans. La gendarmerie va démarrer. Vous êtes content de le savoir? Ça fait 11 ans qu'on travaille sur le projet. Le dernier projet, c'était le crapaud calamite et qui s'était perdu dans une ornière de tracteur. Mais vous vous rendez compte comment ce monde est devenu fou? Mais nous, c'est le bon sens qui prime. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et je me sers de cette délibération pour vous rappeler quelques éléments du programme, mais vous la connaissez tous par cœur. L'enquête publique aussi, j'ai vu des choses passer. Bon, quand je les lis, je me dis, il faut rester sérieux. Il y a des choses que l'on peut entendre et il faut respecter les gens qui sont opposants au projet. Mais on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Mais pour mes élus qui sont devant moi, là, tous ceux du conseil municipal, quand vous regardez la page numéro 2, 18 vues, 18 visées de toutes les étapes qu'on a dû franchir. Mais je peux vous dire que quand on fait un père ménager, ou on parlait de Garriga, puisqu'on a un projet de zone d'activité, je parlais tout à l'heure de la procédure éviter, réduire, compenser. Quand vous avez un terrain de 24 hectares, qu'on vous fait déjà réduire à 6 hectares le projet en centre-ville, dans une zone qui a été achetée pour ça, qui est fléchée au PLU en constructible, et que sur cette zone de 6 hectares, on me dit maintenant vous allez donner 80 hectares en compensation pour le petit crapaud, la libellule, le fadet des lèches ou l'habitat. Je veux bien, moi, mais on est dans une commune de 22 000 hectares de nature qu'on a préservée. La Cano, c'est 3,6% d'urbanisation. L'homme politique qui a parlé hier soir à la télé a parlé de tout ça. Il y a déjà une loi de simplification qui a été votée par le Parlement. Ben, elle a été déférée déjà devant le Conseil d'État par un groupe politique. On n'avance plus dans ce pays. Et on ne va pas se plaindre, nous, parce qu'on habite à la Cano. Et que finalement, on a quelques moyens. Il y en a, ils font 4 réunions pour boucher 3 trous. Nous, on a su valoriser notre patrimoine et on avance fortement. Mais parfois, ça peut être démoralisant parce que ce pays-là, qui est aujourd'hui dans une panade incroyable, il arrive quand même à avoir de la croissance. Ça ne vous fait pas poser des questions, ça? Un pays comme ça, dans cet état-là, arrive quand même à avoir de la croissance. Et bien, cette norme-là, elle nous fait perdre 5 à 6 points de croissance par an. Je ne suis pas un fou de la croissance. Mais aujourd'hui, la croissance, c'est de l'emploi, c'est du bien-être. C'est aussi du logement pour nos enfants et nos petits-enfants. Tout ce que l'on peut faire dans cette ville, qui va voir le jour, il va falloir le temps qu'il faudra, mais en demandant, je pense qu'on a montré l'exemple, les logements, ça va sortir, l'économie, ça va sortir, mais parce qu'on a quelques moyens, on est staffé, et puis qu'on a quand même une équipe qui tient la route. Quand vous voyez 18 vues dans ce document-là pour arriver aujourd'hui à approuver, à déclarer l'intérêt général de ce pôle, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Donc oui, on est arrivé à ce jour J. J'espère que tout le monde, dans les semaines qui viennent, va penser intérêt général et bon sens. Parce que si vous regardez, pour ceux qui assistaient à la réunion tram-train samedi matin à la salle Lescours, tous les maires du territoire étaient réunis, les conseillers régionaux, enfin, tout le monde était là. La mobilité, c'est le sujet de demain. Parce qu'il va falloir décarboner, faire du transport collectif, l'économie, et pour moi, et le logement aussi. Le premier pilier du développement durable, c'est le projet social, c'est l'être humain. Aujourd'hui, on m'explique que l'arbre mort est plus important que l'être humain. Mais vous avez vu ça où? Ils sont devenus fous dans ces services. Donc certains ayatollahs, là, ils ne sont pas dangereux en politique, mais ils ont infiltré toute l'administration française. Et parfois les cours administratives. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc il va falloir se battre. Et là, je compte sur vous. J'ai été long, hein. J'ai été long, mais j'ai essayé d'y mettre le ton pour ne pas vous endormir quand même. Hein.
C'est à vous de parler. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Mas, vous avez 2 minutes. Alors, je vais faire très vite, et puis, vu que vous avez lancé la perche, je vais me permettre, j'allais vous dire, monsieur le maire, si en mars, par exemple, vous ne saviez plus quoi faire, vous pouvez faire un autre acronyme qui est le VAE, Validation des acquis d'expérience, et venir m'aider à donner des cours d'urbanisme à certains ingénieurs de Bordeaux. Effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez fait remarquer, aujourd'hui, c'est encore une fois un parcours du combattant de faire aboutir les projets sur nos territoires. Et Lacanau, c'est une chose, mais c'est le territoire médoc de façon générale. Donc effectivement, quels que soient les projets, à suite qu'on soit favorable ou pas au projet, à partir du moment où on est sur un projet d'intérêt général, effectivement, c'est compliqué de voir certains services de l'État ne pas aller dans le sens des collectivités. Et surtout, vous en avez parlé à la fin aussi, de problématiques de PIB, de développement économique. Tout ceci, c'est des freins. C'est des freins sur lesquels on a derrière des entreprises qui ne travailleront pas, on a des gens qui ne prendront pas la mobilité pour aller travailler, et ça sera des difficultés. Donc, oui, ce projet, il a été difficile. On est favorable, on n'est pas favorable, ça c'est une chose. Mais la déclaration de projet pour aboutir à une modification de PLU de façon plus rapide, effectivement, était sûrement la solution. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur le maire. Merci, monsieur Mas. Et c'est la vie des entreprises qui est impactée, vous le premier. Hein. C'est des sujets tout à fait incroyables. On est en train de... Puisque je suis parti, on a du temps. Hein. Je ne m'endors pas ce soir. Hein. On est en train de terminer une procédure qui s'appelle SR2R, qui va nous permettre de mieux dialoguer avec les services de l'État. J'ai souhaité le faire parce que ça avait été lancé dans le sud de la France, mais elle était tellement compliquée. C'était une procédure qui était faite pour simplifier. Ils l'ont arrêtée parce qu'elle était très compliquée à mettre en route. Donc on a participé à inventer une future procédure qui s'appelle SR2R, et on est un peu la commune pilote qui l'éprouve sur notre territoire. Pourquoi? Parce que notre bassin versant, qui fait à peu près 1000 km², pas que Lacanau, mais toutes les communes du syndicat, on est sur 7 milliards de mètres cubes d'eau. On flotte ici, vous ne le sentez pas dans cette salle? Parfois on flotte. Sur ce bassin versant, dès qu'il pleut un peu, la nappe, elle remonte. La nappe superficielle, la nappe alluviale. Donc les services de l'État considèrent que ces 1000 km², depuis le nord d'Ourtin jusqu'à l'Escap-Ferré, en passant par Lanton et en revenant jusqu'à Sainte-Hélène, on ne fait plus rien parce que c'est des zones humides partout, sauf sur la partie dunaire littorale où on est sur d'autres considérations. Mais sur cette partie-là, on vous dit zone humide. Donc réduction, compensation, enfin on n'en sort jamais. Après vous faites dérogation à espèces protégées, loi sur l'eau. Donc on a fait une procédure et c'est plutôt intéressant et passionnant parce que c'est des sujets qui m'occupent parce qu'on est là pour faire avancer les choses. Et cette procédure va nous permettre de différencier ces zones humides alluviales de remontées de nappes qui se font parce que la nature veut que, mais qui n'ont pas d'intérêt particulier sur la biodiversité et sur la nature. Et tout ce que l'on a fait le long du canal, qui sont des zones là d'intérêt majeur pour le territoire, pour la nature, pour le captage de CO2. Par contre, ça, c'est jamais mis en notre crédit. C'est des milliers d'hectares qu'on a remis en eau. C'est plus important en termes de captage de CO2 que 100 hectares de forêt de pin. La forêt de pin, ce n'est pas la forêt amazonienne. Nous, on adore la forêt de pin parce que c'est celle qui nous a vus toute notre vie. C'est une industrie. Une industrie qui a été faite pour assécher. Et aujourd'hui, on recrée un équilibre entre ces zones humides d'intérêt majeur et le massif. Et ces zones humides d'intérêt majeur, par cette procédure SR2R, vont montrer que sur les zones qui sont juste de remontée alluviale, on va pouvoir urbaniser en centre-ville, sur les OAP qui sont définis dans le PLU. On ne va pas aller étendre l'urbanisation à l'extérieur de ces zones-là. Mais voilà où on en est rendu à inventer des procédures qui vont nous permettre, avec l'ADREAL, la DTM, tous les partenaires de l'État, de pouvoir justifier une mise en urbanisation, alors qu'aujourd'hui, tout est bloqué sur 1000 km². Voilà. Donc, fin décembre, on aura la fin de la procédure SR2R. J'espère qu'on ne va pas nous dire qu'à la fin de la procédure, ça ne suffira pas. C'est coupable. Hein. Souvent, on a des projets, on est arrivé au bout de 8 ans, on nous a dit qu'il faut refaire les études parce que tout a changé depuis 8 ans. Mais on se bat, on continue. Et on est plutôt une commune pilote qui regarde les prêts. Ce n'est pas pour ça qu'on nous fait des cadeaux. Hein. Voilà. Mais on va chercher des subventions importantes et c'est ça qui est pas mal. Voilà. Je ne sais même plus où j'en étais de mes délibérations. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous pouvez après aller sur les réseaux, on va tout publier. Vous pourrez voir la fin du conseil municipal. Ok, merci de votre présence, monsieur.
Allez, c'est parti sur la délibération numéro 10, adhésion à la centrale d'achat de Nouvelle-Aquitaine. En plus, c'est la dernière que je présente. Je vais pouvoir souffler un peu, mais bon, il y avait des choses à dire, elles sont importantes et de vous voir si nombreux, moi, ça me réchauffe le cœur et ça me motive encore plus. Adhésion à la centrale d'achat de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Ben, il faut savoir aussi, alors j'explique, je vais être obligé d'expliquer encore parce que Aquitaine Mobilité, si je vous parle d'Aquitaine Mobilité, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, vous allez me dire c'est quoi Nouvelle-Aquitaine Mobilité? Donc Nouvelle-Aquitaine Mobilité, je ne m'adresse pas qu'aux élus, mais à tout le public dans cette salle. C'est une structure où siège la Nouvelle-Aquitaine, qui a la compétence en matière de mobilité, Bordeaux Métropole, et ensuite la Cali, le Sud-Bassin, enfin toutes les communautés d'agglomération qui siègent là. Le Médoc n'en fait pas partie. Pourtant, je milite pour ça depuis longtemps, pour qu'on soit autour de la table, qu'on ait un pouvoir de décision, hein, qu'on puisse délibérer avec eux. Ça n'a jamais été possible. Et puis tout d'un coup, quand même, il y a eu un éclair de lucidité. Nous sommes en train de construire notre schéma des mobilités Médoc. Nous l'avons déjà depuis longtemps, donc on a fait plein de choses. Le schéma des mobilités Médoc va intégrer aussi le contrat opérationnel de mobilité qui est lancé par Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Ce qui, par exemple, nous permet à nous, déjà, sans faire partie d'un schéma des mobilités Médoc, les équipements du pôle d'échange multimodal, ils vont être financés par qui? Par le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Ça veut dire qu'on se rapproche de la métropole, qu'on invente les dispositifs de demain, que ce soit le tram-tram, le tram-train ou autre modèle. Là, on est en train de travailler sur le renforcement de la ligne pour, en attendant le train, peut-être avoir un bus express avec des fréquences beaucoup plus importantes, qui soit maillé aussi avec nos différentes namettes, qu'elles soient estivales ou interquartiers. La mobilité, elle est traitée au niveau de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Donc adhérer à la centrale d'achat, ça va nous permettre aussi de bénéficier des tarifs de la centrale d'achat de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Donc aujourd'hui, nous devons délibérer sur les thèmes des statuts de la centrale d'achat territoriale et m'autoriser ou mon représentant à signer la convention d'adhésion et me déléguer, en vertu du code des collectivités, la décision de recourir au service de la centrale d'achat territoriale en tant que membre adhérent et de signer les actes pris en conséquence. Voilà, tout simple, mais c'est intéressant une fois de plus. Et ça, il ne nous oublie jamais. La Canon, à chaque fois, on est invité à toutes ces réunions. Par contre, je n'ai pas de voix délibérative, donc je peux ramener ma science, ce que je ne manque pas de faire. Parfois, je pense que je dois me les crisper un peu. Mais on sait toujours qu'on est là et on compte pour eux. On est plutôt la commune qui est citée en exemple pour avancer sur un contrat de partenariat et de coopération territoriale. Et ça, c'est fondamental pour la suite. Des questions sur l'adhésion? Des votes contre? Des abstentions? J'ai presque fini ma soirée. Délibération numéro 11, budget principal, décision modificative numéro 2, monsieur Debevert. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, décision modificative numéro 2 sur le budget principal. C'est une petite modification, décision modificative au regard de son ampleur en valeur absolue par rapport au budget global. Ça concerne 3 événements. Le premier est plutôt une mauvaise surprise, puisqu'en fait, pour ceux qui se souviennent, il y a maintenant quelques années, avant la fusion de communautés de communes, nous étions redevables du FPIC, c'est-à-dire que là encore un acronyme, qui est un fonds de péréquation qui, en gros, a pour principe que les communes les plus riches, ma foi, participent dans un fonds de péréquation au budget des communes les plus pauvres. Et nous étions évidemment qualifiés de communes riches, ce qui reste tout à fait relatif, bien évidemment. Et la fusion des CDC, puisque c'est sur la base de l'adhésion aux communautés de communes, donc notre ancienne communauté de communes des Lacs Médocains était concernée. Et puis en fusionnant, ma foi, ça nous avait nivelé un petit peu et nous n'étions plus redevables de ce FPIC. Et puis la communauté de communes a été rattrapée par l'évolution de l'ensemble des collectivités françaises. Et donc à partir de cette année, est de nouveau redevable de ce FPIC, avec une répartition puisqu'il est payé en partie par la communauté de communes et ensuite c'est réparti dans les 14 communes. Donc pour la Cano, au final, c'est donc une dépense. Il faudra donc verser à ce fonds 49 705 euros au titre de cette année. C'était évidemment quelque chose qu'on n'avait pas prévu au moment du budget, donc c'est une dépense nouvelle et supplémentaire qu'il faut rajouter à l'occasion de cette décision modificative numéro 2. Deuxième événement, celui-là, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure avec une délibération spécifique. Il s'agit de faire une avance de trésorerie à la SPL des Jardins du Littoral. On l'a vu tout à l'heure à l'occasion d'une délibération qui est en phase de création et qui donc a évidemment une problématique de trésorerie puisqu'elle ne constituera vraiment
sa trésorerie qu'à partir du premier trimestre 2026. Et donc, pour lui permettre d'assurer ses missions sur cette fin d'année, nous lui prêtons 60 000 euros. Donc, ce n'est qu'un prêt qui sera remboursable dans l'année qui suit. Enfin, dernier élément, là, pour une somme très modique pour le coup, 3 000 euros au titre de crédits, de dépenses, d'investissement et de recettes de fonctionnement. On est là sur des reprises d'amortissement. Vous le savez, c'est assez régulier à la demande du comptable public. On épure et on régularise à ce titre-là un certain nombre d'anomalies anciennes qui sont des éléments comptables purs. Alors, l'ensemble de ces événements seront financés en utilisant finalement les crédits réservés aux dépenses imprévues qui étaient positionnés en investissement. Donc, ça permet d'assurer l'équilibre sans difficulté. Voilà, je vous remercie. Des commentaires, des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Abstention, madame Lescaut? Levez, voyons le pas, c'est pas moi qui note, c'est derrière. Ah, c'est là-bas? D'accord, merci. Délibération numéro 12, budget annexe camping, décision modificative numéro 1. Oui, eh bien là on est sur une décision encore plus petite, puisqu'il s'agit simplement d'augmenter de 100 euros, mais bon, la rigueur comptable l'impose, les crédits qui concernent les intérêts d'emprunt, puisque l'estimation a été faite en début d'année au moment du budget primitif, a été légèrement dépassée, donc d'une centaine d'euros, sur les intérêts qui courus et non échus de 2024. Donc voilà, il s'agit de repositionner ces 100 euros. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 13, octroi d'une avance financière remboursable à la société publique locale des Jardins du Littoral. Oui, donc voilà, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure lors de la décision modificative numéro 2 du budget principal. Donc il s'agit de faire un prêt de 60 000 euros sous la forme d'un compte courant associé, puisque, comme vous le savez, donc la commune de Lacanau est l'associé majoritaire de la SPL, et donc à ce titre, elle peut procéder à ce type de prêt qui sera remboursable dans un délai maximum d'1 an et qui permet donc de faire face à la problématique de trésorerie qui sera constituée seulement au premier trimestre 2026 par la SPL. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération numéro 14. Troisième attribution d'aide à l'acquisition de vélos pour les cannolés. Oui, vous vous souvenez, à l'occasion du vote du budget 2025, nous avons créé 2 dispositifs d'aide. Le premier était un dispositif d'aide pour l'acquisition du vélo et le deuxième un dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements et des bâtiments privés des cannolés. Deux dispositifs qui s'inscrivent évidemment dans notre politique de développement durable. Il se trouve qu'en ce qui concerne la politique d'aide d'acquisition au vélo, ça rencontre un énorme succès. Vous vous en souvenez sans doute, lors des conseils municipaux précédents du 2 juillet et du 30 septembre, on a déjà eu 2 séries de subventions versées à un certain nombre de dossiers. Il se trouve que depuis, les demandes ont continué à affluer et à tel point qu'on est maintenant dans une projection qui nous amène à dépasser le budget prévisionnel qu'on s'était fixé de 10 000 euros par an. Et afin de ne pas forcément devoir expliquer à certains que c'était trop tard, que le budget était consommé, on a considéré que ça pouvait être intéressant de faire un vase communicant avec donc, le deuxième dispositif, celui de l'aide à la rénovation énergétique, qui est plus complexe à monter en termes de dossiers. Aujourd'hui, on a eu 2 dossiers qui ont été éligibles à ce titre-là pour 7 105 euros, alors que le plafond est à 50 000 euros. Donc voilà, l'idée de répartir un peu ces 50 000 euros, d'en garder quand même suffisamment pour faire face à d'éventuels nouveaux dossiers en matière de rénovation énergétique, mais d'en basculer une partie sur la ligne pour l'aide à l'acquisition du vélo, ce qui permet du coup, par ce biais-là, ce soir, de vous proposer de nouveau 17 nouveaux dossiers d'attribution de ces aides vélo, ce qui prouve donc que c'est un dispositif qui permet d'avancer fortement dans la pratique et le développement des modes de mobilité doux, qui est aussi un élément évidemment de toute cette stratégie de mobilité qu'on met en place à Lacanau. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Debever. Y a-t-il des commentaires? J'imagine si on pouvait se repartir dans les années 70 et qu'on propose des aides à l'achat de vélos. Ça serait ça. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 15, concession pour le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du UGA, transfert du contrat à la société publique locale Les Jardins du Littoral. Madame Marza.
Non, on sort pas pour celle-là. Non, on sort plus là. Non. Je vois ça. Et là, c'est un manque de quorum, elle n'a pas pu passer. Plus de questions de quorum, mais les administrations là ne prennent pas part ni au débat ni au vote. Ah, ils doivent sortir. Pardon. Je veux vraiment pas laisser ma place. Marche pas? Ok, ça fonctionne. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors pour mémoire, en début d'année, la ville de Lacanau avait conclu un contrat de concession avec la société Camping Car Park pour l'aménagement et l'exploitation des aires de camping-car de la ville de Lacanau. En suivant, lors de la séance du 27 mai de cette année, le conseil municipal a approuvé la délibération pour la création de la société publique locale Les Jardins du Littoral, qui a pour objet l'exploitation non seulement du camping du littoral, mais également des aires de camping-car. Il convient donc aujourd'hui de procéder au transfert de ce contrat de concession à la société publique locale Les Jardins du Littoral, qui sera en charge de non seulement l'exploitation du camping, mais également l'aménagement et l'exploitation des aires de camping-car. Et donc, vous êtes invités à autoriser ce transfert du contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du Hugat, conclu avec la société Camping Car Park le 22 janvier 2025 à la société publique locale des Jardins du Littoral. Et m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et notamment l'avenant entérinant le transfert. Je vous remercie. Non. Des questions, des commentaires? Et c'est moi qui fais voter? Pas de commentaires. Pas de commentaires. Voilà. Comment? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Merci Madame Marza. Délibération numéro 16, adhésion au groupe de commande relatif au programme de coopération territoriale européenne Espace Atlantique, Madame Lavergne. Bonsoir, ça marche. Alors, dans le cadre de l'appel à projet européen Interreg Air Atlantique, 4 pays de la côte atlantique se réunissent pour proposer des actions autour de l'accessibilité et de l'éco-responsabilité dans la pratique du surf. Ces 4 pays sont le Portugal, l'Espagne, l'Irlande et la France. Et pour représenter la France, les partenaires associés sont l'association Handisurf et la ville de Lacanau. Les objectifs de ce projet européen sont créer des coopérations entre les partenaires, favoriser les échanges de pratiques, développer des solutions permettant aux personnes présentant un handicap de pratiquer le surf et autres activités de glisse. La commune de Lacanau contribue avec son projet de relocalisation de la maison de la glisse, qui est un équipement emblématique de la pratique du surf et des sports de glisse. Les aspects accessibilité et éco-responsabilité de ce projet ont été estimés à 355 000 € hors taxes, avec une subvention européenne à hauteur de 75%. Dans le cadre des fonds européens, chaque pays doit désigner une autorité en charge d'assurer le contrôle et l'éligibilité des dépenses. Et pour la période 2021-2027,
C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a été désignée autorité nationale française du programme de coopération territoriale. À ce titre, la région Nouvelle-Aquitaine est en charge d'assurer les contrôles de premier niveau de l'éligibilité et conformité des dépenses. La région Nouvelle-Aquitaine a décidé d'externaliser ces contrôles et de constituer un groupement de commandes réunissant tous les bénéficiaires français du programme de coopération territoriale Espace Atlantique 2021-2027. Le conseil municipal de Lacanau est invité à délibérer pour accepter la subvention européenne et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de groupement relative au contrôle de premier niveau des dépenses proposées par la région Nouvelle-Aquitaine et les actes afférents. Merci Madame Lavergne. Si vous me permettez juste de compléter en remerciant nos amis portugais, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils nous accompagnent sur ces sujets-là et qu'ils nous proposent d'être leurs partenaires et pour bénéficier de subventions européennes. On va devoir dans le futur fortement s'inspirer, en particulier nos clubs, de ce qui peut se faire au Portugal et de la cohésion qui existe justement dans les montages de ces projets. Ils ont une ambition forte et on a pu le vérifier en allant chez eux. Ils sont en train, autour de l'industrie du surf, alors je ne sais pas péjoratif, l'industrie du surf, d'avoir inventé vraiment un modèle. Ils ont la chance aussi dans ce développement d'être accompagnés fortement par l'État, qui a bien compris que le développement du tourisme reposait aussi sur la pratique des sports de glisse. Nous l'avons compris depuis longtemps, mais nous sommes parfois un peu seuls à se débattre. Et je crois qu'il faut que nos associations aussi locales soient encore plus impliquées. Mais nous, à notre niveau, municipalité, je pense qu'il faut aussi peut-être mettre les structures en place pour qu'on les accompagne un peu mieux et qu'on les porte à être encore plus ambitieux dans leurs projets. Aujourd'hui, on est plutôt sur des projets à court et moyen terme. Aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Et toutes ces choses qui nous arrivent à travers nos problématiques, bien sûr, littorales et d'érosion, mais aussi de l'accompagnement qu'on va bénéficier, en particulier sur les parties études. Je crois qu'il faut que la dynamique soit beaucoup plus large que sur ces sujets-là et que les clubs locaux, on doit les accompagner pour mettre peut-être une méthode en place et qui leur ouvre un peu les yeux pour qu'ils soient un peu plus ambitieux. Voilà ce que je voulais rajouter. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 17, mise à disposition de salles municipales en période préélectorale et électorale avant le renouvellement des conseils municipaux et communautaires. Monsieur Renelot. Bonsoir à tous. Donc, la commune de Lacanau met à disposition des salles municipales pour l'organisation de réunions, de conférences et d'animations, dès lors que cet usage est compatible avec la réglementation applicable et les capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements. Afin d'apporter une équité de traitement et une sécurisation juridique de la campagne électorale à venir, que ce soit pour la collectivité ou pour les candidats, la ville souhaite pouvoir répondre en toute transparence aux sollicitations émanant des candidats et des listes qui seront déclarées. La mise à disposition de salles communales à des fins politiques sont régies par les dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Les périodes préélectorales et électorales demeurent définies comme la période couvrant les 6 mois précédant le scrutin. En dehors de ces périodes électorales ainsi définies, la mise à disposition obéit aux règles du droit commun, applicables sur la ville et applicables sur l'ensemble des mises à disposition de salles. En période préélectorale et électorale, la commune de Lacanau s'engage à respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités d'accès aux salles municipales et ce, aux mêmes conditions. La mise à disposition des salles sera attribuée à titre gratuit aux associations à but politique, les partis politiques ou les candidats publiquement déclarés qui en feront la demande, et ce dans la limite de 4 mises à disposition dans la période comprise entre le premier jour du 6e mois avant l'élection
et l'avant-veille du scrutin du premier tour des élections municipales et une mise à disposition entre les 2 tours du scrutin. Sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à l'article L52.8 du Code électoral. Toute demande de mise à disposition de salle devra préciser la date de réunion souhaitée, accompagnée de dates alternatives en cas d'indisponibilité, être envoyée par courrier écrit à la mairie de Lacanau, identifier les salles souhaitées parmi la liste suivante. En numéro 1, la salle Les Secours, place de l'Europe à Lacanau-Océan. Et en numéro 2, la salle des fêtes, avenue Albert-François à Lacanau-Ville. Les demandes seront traitées par ordre chronologique de réception, une proposition de salle alternative pouvant être faite aux demandeurs en fonction des disponibilités à la date de la demande, si la salle souhaitée est déjà réservée. Le service de la ville concernée adressera une confirmation de mise à disposition des locaux qui précisera les obligations de l'utilisateur, notamment en termes d'assurance. La durée de mise à disposition sera de 24 heures au maximum. Lors de l'utilisation de la salle municipale, il appartiendra aux utilisateurs de procéder à la mise en place, au rangement du matériel et mobilier utilisé lors des réunions publiques, sauf installation permanente, bien sûr. Ce matériel et mobilier seront composés de tables et de chaises présentes dans les locaux, ainsi que sur demande d'un appareil de sonorisation, de microphone, de vidéoprojecteur portatif et ou d'écran. Tout autre recours au service de régie technique municipale sera facturé à 300 €. Les utilisateurs devront veiller à mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité liées au respect de l'ordre public et à la sécurité incendie. Il pourra être facturé des frais de ménage si la salle n'est pas rendue dans l'état dans lequel elle a été trouvée. Donc le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour approuver les règles de mise à disposition de salles durant la période préélectorale et électorale comme définies ci-dessus et donner pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération. Merci, monsieur Renelot. Principe d'égalité, tout va bien, comme ça au moins c'est clair. Peut-être préciser aussi et rappeler quelques règles. Et elles sont respectées à peu près par tout le monde, sauf une personne qui s'en affranchit. Les distributions de documents, on les fait à l'extérieur des marchés, ça se passe plutôt bien. Bon, il va falloir rappeler les règles et peut-être taper fort, mais ce qui s'est passé en 2020, ça s'est passé comme il faut. Hein. On a eu des respects entre équipes, on distribuait à l'entrée des marchés. On n'allait pas embêter les gens pendant qu'ils faisaient leurs courses, il faut avoir quand même un certain respect. On peut faire de la propagande électorale, on l'a fait dans des bonnes conditions. On est dans une ville où le bien vivre ensemble, c'est quand même notre spécialité. Donc je vais rappeler aussi les règles de distribution. Mais voilà, je souhaitais le rappeler ce soir, que tout le monde l'entende, que tout le monde se comporte bien. Voilà. Des commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Madame Fritsch, la modification du tableau des emplois permanents. La libération numéro 18. Ne les brutalise pas comme à l'Assemblée nationale. Hein. Bonsoir. Donc la première délibération, enfin ce qui me concerne, c'est donc la modification du tableau des emplois permanents avec la création d'un poste d'agent d'entretien, tout d'abord, suite à l'utilisation quand même importante des locaux de la mairie, enfin des salles mises à disposition pour les associations. Ça veut dire qu'elles sont utilisées au moins de façon intense et surtout comment dire, pleinement, on va dire. On a été obligé on est obligé d'augmenter pour le nettoyage de ces salles, donc d'où cette création de postes. Ensuite, il y a 4 créations de postes pour le service d'animation d'enfance, car là, il y a eu un changement. Maintenant, les directeurs de structure qui étaient comptés dans les effectifs dans le taux d'encadrement, ça a changé. Ils ne peuvent plus être comptés dans ces taux d'encadrement. Donc maintenant, on a été obligé du coup de créer, on est obligé de créer 4 postes d'adjoints d'animation à temps complet. Il y a un poste à temps non complet à 80% d'adjoint d'animation également.
et un autre à 50%. Voilà. Merci. C'est un constat que nous avons partagé, Madame Fritsch. Moi, c'est un sujet qui m'interpelle. J'observe un peu les agents, puis je discute un peu parce que j'arrive de bonne heure à la mairie, ils sont déjà en train de nettoyer. Et on s'est aperçu dernièrement qu'il y en avait quelques-uns en souffrance, et c'est dû à la suroccupation de nos locaux, mais c'est plutôt bien, puisque les associations sont volontaires et ce recrutement, il était important. Et après, c'est répondre à la volonté que l'on a de la qualité de service public. On s'est aperçu aussi, de par l'attractivité de la ville, on a à peu près une vingtaine d'enfants qui sont venus rejoindre les groupes scolaires. Les APS sont de plus en plus fréquentés, la cantine est de plus en plus fréquentée. Nous avons l'obligation de répondre à des taux d'encadrement, hein. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Mais je sentais là qu'il fallait passer la surmultiplier parce que la qualité, il ne fallait pas qu'elle se dégrade. Donc c'est vrai, c'est un coût, mais il faut rappeler quand même, Madame Fritsch, que 60% de la charge est prise en compte par la caisse d'allocation familiale. Donc c'est des emplois qui sont subventionnés. Et on a d'autres subventions qui abondent ce budget-là. Donc vous verrez, monsieur le ministre des Finances, mais d'un côté, on aura le 0 qui va flamber, et derrière, la recette, elle ne sera pas affectée. Donc elle est affectée plutôt sur des subventions. Donc il faudra faire le ratio aussi dans la présentation des futurs budgets sur le fait que, oui, effectivement, les charges de personnel augmentent, mais il ne faudra pas oublier de relever la recette qui correspond. Mais c'est quand même une volonté d'avoir un taux d'encadrement qui est respecté, de l'accompagnement des partenaires qui sont toujours présents à nos côtés et veiller surtout à la santé mentale et physique de nos agents. Pas simple. Non, mais c'est pas simple. Donc continuons le boulot. Des commentaires sur ces recrutements? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Mise à disposition d'un agent municipal auprès de la Société publique locale des Jardins du Littoral, délibération numéro 19. Madame Fritsch. J'ai oublié sur la précédente délibération, comme sur les deux autres là à venir, ces délibérations sont présentées bien sûr en CST. En CST. Et donc elles ont obtenu un avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel et de mes collègues, que sont Jackie et Cyril, qui y participent à chaque fois de façon toujours intense. Voilà. Et je les en remercie. Merci pour cette précision, Madame Fritsch. Donc c'est la mise à disposition d'un agent comme on l'a pu le faire pour le CIVU, où on a un agent qui est mis à disposition pour le syndicat. Là, c'est un agent qui a accompagné lors de la création de la SPL, qui a accompagné le président. Et donc, c'est de la mettre à disposition 2 jours par mois pour tout ce qui est le côté administratif. Voilà. Si monsieur le maire voulait rajouter quelque chose. Mais pour une fois, non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 20, indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d'activité. Madame Donc Fritsch. en fait, cette délibération, elle vient pour... c'est une mise en conformité par rapport aux États membres, dont la France, par rapport à une directive européenne. Oh. Et puis on a été confronté aussi, on n'avait pas délibéré là-dessus, on a eu délibéré une fois ponctuellement avec Jackie en CCAS et Prune sur un cas particulier. Mais quand les agents ne peuvent pas prendre tous leurs congés pour des raisons bien précises, bien évidemment, ça nous est arrivé au CCAS lors d'un décès, on avait dû délibérer afin d'indemniser les jours de congés non pris. Donc cette délibération, elle vient, on ne le souhaite pas bien sûr, mais on vient délibérer par rapport à ça, et dans des cas particuliers où l'agent ne peut pas prendre ses congés pour des raisons de continuité de service, maladie ou autre. Voilà. Merci, Madame Fritsch. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Avant de clôturer ce conseil municipal, ça va pas être un moment bien sympathique, bien sûr, mais dans l'hiver 2013-2014, et en particulier au mois de février, au mois de mars, nous étions tous sur le front de mer. Et il y en a un qui était là en permanence,
qui faisait des photos incroyables que nous avons conservées de cette tempête. Il avait fait des expositions d'ailleurs. Et cet homme-là a disparu la semaine dernière. Donc je souhaitais rendre hommage à Jérôme et Géraud, vous avez tous compris, à Jay pour les copains. Donc je vais vous demander à tous, pour lui rendre hommage et pour tout ce qu'il a fait pour la Cano à travers son travail de photographe et le reste, de faire une petite minute de silence.